Je suis un pod. Oui, mais un pod libre. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est Culture Breakdown numéro 30. 30 numéros. Mon Dieu. C'est fantastique. Quel est le 30e Pokémon s'il te plaît Camille? D'accord. Alors, plusieurs choses. Les soviétiques ont gagné le pouvoir en France maintenant. Les chars russes sont en train de rouler. Voilà, c'est fantastique. Ma blague. C'est pour ça qu'on est réfugiés dans une cave. Exactement. Nous, les derniers libéraux de France à vouloir l'économie de marché, etc. Non, plus sérieusement, ça y est, des gays vont enfin se marier dans les comics. Enfin, je ne sais pas. C'est intéressant. Pourquoi pas Nova? Non, c'est pas Nova, c'est Vega. Vega Northstar se marie avec son copain. Et il y aura un super-héros de DC qui va virer sa cutie. Qui va faire son coming out. Je ne sais pas qui c'est. Franchement, j'ai aucune idée. Je vois pas qui ça peut être. Moi, je pense pour Dick Grayson. D'accord, bah pourquoi pas. Ça, c'est noté. Il est sorti avec Batgirl, mais c'est pas grave. Pourquoi pas. Voilà, ça c'est franchement, je pense. iTunes, oui, iTunes. Vous savez quoi? On a été numéro 1 de iTunes, mais tout ça, on va peut-être vous en parler juste après le générique. Générique. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est Culture Breakdown numéro 30, toujours en compagnie de mes fidèles acolytes, à savoir Mathieu, Geoffroy, salut, Swan, hello, et de moi évidemment, Xavier, comme d'abitude. Le magnifique. Merci. N'est-ce pas? Vous allez bien? Ça va, écoute, la pêche. La pêche? Non. Non. Nous avons ce soir un public, voilà, un petit signe de la main, et nous avons un invité, Ezekiel. Bonsoir les internets. Ça va bien? Ça va bien, merci. Les internets te saluent. Voilà. Salut les internets. Salut. Voilà. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Tu m'as déjà demandé en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais vous parler de cinéma. De cinéma? D'un genre un peu particulier de cinéma. De quoi comme genre de SF, d'arrêt d'essai, de films involontairement surréalistes. D'accord. Eh de bien, nanar. Nous en reparlerons voilà. tout à l'heure. Alors quelques petits mots déjà. Nous avons parlé de notre comment dire, de notre mise en avant sur iTunes. C'est pas merveilleux ça? C'est superbe. Après, on a évité de se branler comme ça sur le micro pendant trop longtemps, mais c'est cool. C'est vraiment super cool. Après un an et demi. Si vous allez sur iTunes Store, rubrique podcast, tout en haut, il y a Culture Breakdown qui a été sélectionné par les équipes mystérieuses et fantomatiques d'Apple. Il y a forcément quelqu'un qui nous a balancé pour nous sortir de l'anonymat. On sait pas qui c'est, mais on le remercie, c'est déjà ça. Merci. Des petits mots à dire pour les New Max, trucs comme ça peut-être ou pas du tout? Pour la New Max, la prochaine se tiendra le 23 juin, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ce sera une nuit parodie avec Mystery Men, Galaxy Quest et Zombieland. Salut, c'est Krillin. Je voulais dire que Zombieland c'était pas une parodie en fait. Krillin, ta gueule. Krillin, t'es chauve, ta gueule. Non, Krillin. Zombieland c'est pas vraiment une parodie, mais c'est un film qui est absolument génial et que moi, avec Jesse Eisenberg, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez récent et qui est sorti en 2009, je crois, et que j'ai en Blu-ray. Jewish Connection, que j'aime beaucoup. Jewish Connection, j'en parlerai sûrement après de Jewish Connection. D'accord, très bien. Alors ce soir, nous avons donc. On a d'autres choses aussi à dire. Ah oui, exactement. On a plein de choses à dire. On a deux lots de Cenitype. Alors qu'est-ce qu'un Cenitype ou un Cenitype? Je sais pas vraiment comment on dit. Un Cenitype, c'est un extrait de pellicule de film. Ça vaut 10€. On a deux lots de 7 Cenitype à vous faire gagner. Donc là, en l'occurrence, c'est des Cenitype pour Avengers. Donc avec des extraits de pellicule à chaque fois mettant en scène un personnage. On les a tous. On a Thor, on a Iron Man, on a Hulk, on a Captain America, on a Œil de Faucon, on a Nick Fury, on a la Veuve Noire. Et donc voilà, on a deux à vous faire gagner. J'ai pas vraiment d'idée. Je pense qu'on va faire un tirage au sort sur le site. C'est-à-dire qu'il faudra laisser un mot. Ce sera quoi comme mot? Cenitype, voilà, admettons Cenitype sur le billet du blog, et on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont écrit Cenitype. Vous pouvez le mettre dans une phrase si ça vous fait plaisir, sur le blog, et on fera un petit tirage au sort, et on fera gagner deux personnes. Swan a les a montré à la caméra, je prendrai une photo pour les mettre aussi sur le billet. Comment est-ce que tu peux appeler Cenitype? Senitype. D'accord, très bien, voilà. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a combien de Cenitype à gagner? On en a 7 et qui sont à faire gagner par Cenitype France.
D'accord, merci beaucoup Geoffroy, tu pourrais faire une très bonne présentatrice de N'est-ce téléachat. Et merci Cinetype France. Merci Sneak Merci, Type France, Sneak Type. vous êtes les meilleurs. Coucou. Alors, on va donc parler de Nanar avec Alexis tout à l'heure, on va faire un petit aperçu du sommaire de ce soir. Donc d'abord un dossier, effectivement. Ensuite, cinéma, nous parlons de Dark Shadows de Tim Burton, de The Theater Bizarre, qui est un film à sketch. Non, nous en viendrons. Ensuite, ce soir je chie totalement dans l'alcool. Ensuite, nous parlons de Contrabande, qui est le dernier Mark Wahlberg, trop cool. Saya Samurai, ensuite, qui est le film asiatique bizarre de la quinzaine par Mathieu. Ensuite, nous parlerons comics avec Prophète par Mathieu, donc. Ensuite, nous parlerons. Oui, exactement aussi. Billy Bat, que je n'ai pas lu. Daredevil, bilan des quelques derniers numéros. Ferals. Ensuite, et Ferals ouais. de David Lafamme. Ferals, on dit Ferals, Whitefire. Il y a des loups-garous. On dit Whitefire tout le temps. Et ensuite, nous parlons d'une série qui risque de créer la controverse dans le podcast, à savoir Games of Thrones. Game of Thrones. Mais j'en ai rien à foutre. Alors voilà, tout de suite, je pense qu'on peut lancer le jingle dossier, s'il te plaît. Swan, envoie le boudin. Voilà, alors, petite information, si nous étions un Pokémon, nous serions donc Nidorina. Merci. Donc ce soir, nous allons donc parler Nanar avec Ezekiel. Rebonsoir Ezekiel. Rebonsoir. Rebonsoir, ça faisait longtemps. Oui. Tu vas toujours bien? Oui, ça va, merci, et toi? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais, sur les internets ou dans la vraie vie, comme tu veux. Sur les internets, en fait, je dis des bêtises sur Twitter, et sinon, je regarde beaucoup de films. Et en toi aussi, tu fais et... partie du culte du blog du Poulpe. Je suis un tiers du blog Poulpe. Avec Myriam, donc on a eu la dernière fois. Et on avec, y est tous passés maintenant. Et avec Mathieu. Et coucou. Et tu fais du yo-yo aussi. Je fais du yo-yo, je me demandais si tu allais me demander de faire une démonstration. C'est pas très. Je suis ventriloque aussi. Ça n'a aucun intérêt. Au micro, il y a des caméras juste pour le live. Non, mais tu es un artiste martial du yo-yo. Exactement. Voilà, tu pourrais défendre une cité entière contre des hordes de. J'ai un CAP ninjutsu en fait. Putain, pas mal. Quelle spécialité? C'est pas le dossier. D'accord. Alors donc, ce soir, nous allons donc parler Nanar et nous allons nous centrer sur 2 œuvres, en gros. 2 ou 3? 2 4. 8. Très bien. Alors, qui commence à en parler, parce que moi je n'ai pas pu voir les films. Mathieu. Alors, en fait, d'abord, ce qui serait intéressant, c'est que en quelque sorte, tu tournais autour du pot en introduisant, quand on te pose la question quel genre de film t'allais parler, parce que le terme nanar, c'est un terme que tu n'apprécies pas spécialement, que tu refuses un petit peu pour qualifier le genre de film dont tu vas parler. Bon, en pratique, j'ai rien contre le terme nanar, c'est juste que le terme nanar, en fait, c'est un terme qui a été introduit il y a une dizaine d'années par un site qui est particulièrement connu maintenant sur Internet, qui s'appelle nanarland.com. Mais c'est un terme qui n'a pas vraiment de légitimité d'un point de vue vocabulaire cinéma, en fait. Et qui est difficile à définir, en plus. C'est difficile à définir, c'est très personnel, en fait. Il y a énormément de polémiques par rapport à ce qu'est un nanar et ce qui n'en est pas. Et surtout, à la base, c'est vraiment un synonyme du mot navet, en fait. Et donc la polémique entre le nanar, qui serait le bon navet, et le navet, qui serait le mauvais navet, c'est un peu stérile. Hein. Je préfère parler de films involontairement surréalistes, au moins on sait de quoi on parle. Donc involontairement, ça aussi c'est quelque chose d'important. Oui, c'est important, qu'un film second degré, on discutait un peu tout à l'heure justement de certains exemples de films, et Xavier citait Ghost Rider 2, qui est très second degré, qui est nanardisant, mais qui n'est pas un nanar parce que c'est volontaire. Exactement, dans le principe, on peut dire ça. Il faut dire qu'il y a des styles de films qui sont propres au genre, en fait. Par exemple, il y a très, très rarement des nanars qui sont des comédies. Alors c'est vraiment des films qui sont drôles quand ils sont pas censés être drôles, en fait. Est-ce que tous les films d'horreur, par exemple, les films de l'attaque des yaourts, enfin, j'ai oublié le nom. L'attaque de la moussaka géante, il y a un film aussi avec l'attaque enfin tous les l'attaque de quelque chose, voilà. Est-ce que ce sont des nanars ou est-ce que c'est l'attaque des tomates tueuses? Mais justement, l'attaque des tomates tueuses, c'est un film très second degré. Avec George Clooney. Voilà, mais le 2 est avec George Clooney, en fait. Le premier. Il y avait celui avec John Frost. Jack Frost, qui est un film, oui. Est-ce que c'est un nanar, par exemple, ou est-ce que c'est de la série Z simple? C'est
c'est plus de la série Z en fait. Oui. Quoique dans le 2, ils assument totalement le côté nanar, parce qu'à la fin du 2, il y a George Clooney qui regarde la caméra, qui fait on sera de retour dans le 3 et même dans le 4. Donc il y a peut-être un. Oui, Justement, c'est pas nanar puisque c'est assumé. Ouais, d'accord. Nanar, ok. c'est pas assumé. C'est du 15e degré, c'est de la pure parodie. C'est comme l'attaque de la moussaka géante qui est souvent citée en fait parce que rien que le concept en fait est rien que le concept fait rire. C'est une parodie. En plus, c'est une parodie engagée. C'est un film gay friendly avec un film grec avec une moussaka géante qui attaque Athènes. Et seul. Ce film-là, je l'avais vu sur Arte. Et je suis encore perplexe quant à sa diffusion sur Arte. Bah, ça devait être un théma. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Alors, par rapport à Arte, en fait, faut savoir que Arte, régulièrement, quasiment tous les ans, il diffuse Flash Gordon 1 et 2, qui est la parodie érotique de Flash Gordon, donc faut pas trop se poser de questions. D'accord. Ah, mais chez Arte, il doit y avoir des déglingos. Hein. Donc, ça quels qui est sont les films dont on va parler plus précisément ce soir? Bah alors, dans la liste de films que tu recommandes, donc il y a Whitefire, Blood Freak, Whitefire, surnommé également Vivre pour survivre. et également Le Diamant, D'accord. qui a 3 noms. Mais Vivre pour suivre, c'est typiquement un titre de James Bond, quoi. Non, mais, ou un titre de film très mauvais. Et le troisième, c'était Crocodile Fury, le troisième. Et moi, celui que j'aurais aimé dont on parle un petit peu, parce qu'il aurait l'air d'une certaine mystique pour moi, vu sa piètre qualité, en même temps ses grandes qualités qui se confondent un petit peu à un certain point, ce qui est Devil Story. Il était une fois le diable, et là, pas aussi connu sous le nom d'eux, mais juste Devil Story, virgule, il était une fois le diable. D'accord. Il y a les 2 titres sur l'affiche, un peu comme Whitefire, sympa. il y avait les 2 titres sur l'affiche 3. aussi, les 3 titres même sur l'affiche. Tout comme Blood Freak, aussi connu en France sous le titre Drug Story. Bah, et On peut parler un peu de ces films rapidement, enfin, s'il y a plutôt possibilité juste de pitcher pour voir. Voilà, enfin, plus particulièrement aussi, qu'est-ce qui les caractérise après le pitch, parce qu'au final, enfin, Blood Freak, c'est sur un homme qui va rencontrer des gens qui vont le faire prendre de la drogue, et au final ce qui va le plonger dans une spirale qui va l'amener à travailler auprès de dindons qui vont le faire muter, et il devient un homme dindon. c'est fantastique. Alors que Whitefire, par contre, à pitcher est assez difficile. Moi, je sais que j'ai passé 5 minutes à le pitcher tout à l'heure à Camille. Whitefire, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui essayent de récupérer Ça de se passe l'argent comment, illégalement en volant des diamants, et qui vont être d'autres truands vont s'interposer, et au final la sœur du héros va se faire tuer, et lui, le héros qui avait un amour passionnel et charnel pour sa sœur, ce qui n'est absolument pas inavoué, va faire la rencontre d'une jeune femme qui tombe amoureux de lui instantanément, juste parce qu'il se trouve dans un bar pendant la scène appropriée, donc ça suffit à le justifier, et cette femme va devoir subir une opération de chirurgie esthétique pour ressembler à sa sœur, et à la fin donc il finit avec sa nouvelle petite amie qui ressemble à sa sœur, et ils vécurent heureux et eurent peut-être de nombreux enfants, ce qui rend tout une belle similitude, mais assez incroyable. Alors, je tiens juste à dire, on dit pas du mal de Christine Boutin, qui est ma follower préférée sur Twitter. Ouais, mais je pense que ce film l'aurait plu. Je pense que ce film, niveau inceste, surtout le premier, surtout Blood Freak, en fait, qui a un vrai message en fait religieux. Parce que le Blood Freak, le message, c'est vraiment comment sortir de la spirale infernale de la drogue par la religion et par la foi. Donc au début du film, tout à l'heure, tu nous as dit que le réalisateur prend le parti de faire un petit speech devant la caméra. Exactement, le réalisateur en fait fait un speech pour nous expliquer que la drogue c'est vraiment une fatalité, que c'est horrible, mais qu'on peut s'en sortir, et que la foi catholique en fait permet de sortir de cette turpitude en fait qui est le cannabis et puis toutes sortes de drogues. C'est violent. J'ai pas vu le film sur les crocodiles, alors par contre de quoi il parle-t-il? Alors je peux te le pitcher si tu veux, le film sur les crocodiles, parce que le pitch vaut le détour. Alors ça se passe dans une période un petit peu indéterminée, dans un endroit un peu déterminé mais qui ressemble beaucoup à la Thaïlande, et donc une sorcière qui s'appelle Monica s'est alliée avec le seigneur des mers qui s'appelle Cooper, oui. Peut-être toi qui s'appelle Namor ou je sais pas, ou Aquaman, mais pas Cooper. Et ces deux affreux ont un plan pour conquérir le monde. Ce plan consiste à
attaquer un petit village de pêcheurs, en fait, avec 40 habitants, avec 3 crocodiles, hein, et lancer une armée de 2 vampires, en fait, sur un commando dont on sait pas trop ce qu'il fait là. Ça fait très Dark Shadows. En même temps, quand tu te dis que les Allemands ont testé leur bombardier sur Guernica, c'est à peu près la même chose. Enfin bref. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est ça le pitch. Ils prennent. C'est ça le pitch. Alors je voulais juste préciser, juste 2 secondes, qu'on va pas répéter 30 fois les noms, on fera un récapitulatif à la fin. Exactement, Swan. Chaque truc. Ouais. Tout le monde me demande, c'était quoi tel film Bonne initiative, Swan. Bah, on va juste sortir un peu de ces films-là en particulier et parler peut-être un peu plus de production, d'où sortent ces films-là, comment ils sortent, comment est-ce qu'ils sont financés. Il en restait un en fait, parce qu'on parlait de 4, très vite fait, donc Devil Story. Donc c'est l'histoire d'un couple qui va passer la nuit dans une maison d'hôtes et qui va être confronté à diverses malédictions qui ont lieu dans le coin, avec particulièrement un chat qui traballe sa présence maléfique à travers le film pendant 1h12, et un film qui donc fait 1h12 mais qui donne l'impression de faire 2 heures voire plus. Tu oublies le plus important en fait, c'est le premier slasher normand de l'histoire du cinéma. Il est normand, donc il est Calva. Devil Story normand. Putain, c'est fantastique. Bon, et donc oui, alors sur la production, comment est-ce que ces films-là sont financés, comment est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils trouvent un public, alors ça dépend du film, justement la sélection des films a été un petit peu faite par rapport à ces critères-là. Ça dépend vraiment des films. On va avoir des films qui sont qui sont des escroqueries pures et dures en fait, comme par exemple Crocodile Story, c'est une escroquerie. Il y a des films. Qu'est-ce que tu entends par escroquerie ? Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a des films en fait qui sont des films qui se sont laissés dépasser en fait par les événements et qui ont essayé de rattraper les morceaux un petit peu comme ils ont pu. Et là c'est un peu le cas de Devil Story. Et il y a des films qui sont des films à message ou engagés ou faits avec un amateurisme tellement énorme en fait que le film devient incroyable à regarder. En fait c'est plutôt le cas de Blood Freak ou de Whitefire. Et donc ça sort comment ? Surtout comment c'est financé, quoi. Alors, c'est aberrant. Les films, les films qui ont été cités, en fait, c'est des films qui sont assez anciens. Est-ce que je me demande, il y en a toujours aujourd'hui ? Alors justement, il y en a de temps en temps. C'est souvent des directs ou vidéos. En fait, c'est plus difficile d'arriver jusqu'à la sortie salle, mais ça arrive. Donc, par exemple, Blood Freak, c'est un film de 72, Whitefire et 82, je crois. Whitefire et Crocodile Fury, c'est des films des années 80, en fait, 86, il y a des 82. Donc on repère assez facilement. Voilà, surtout Whitefire, qui est une production franco-anglo-turque. Exactement. C'est improbable. Et sachant que tous les Turcs ont des moustaches. Évidemment. Et le héros aussi. Le héros a un superbe brushing en fait. Mike. Dibo Donnelly, interprété par Robert Ginty au sommet du plus profond de sa carrière. Voilà. Mais si vous voulez un endroit où il y a plein de tuyaux pour trouver de bons nanars, c'est les notules vidéo lunaires dans Mad Movies, qui est donc une rubrique en tout début de magazine, et où il y a plein de noms de films qui sont en production et qui sont de possibles nanars assez fantastique. D'ailleurs, en parlant de moustachu, il y a un sosie d'un des personnages de Whitefire qu'on retrouve dans Crocodile Fury. D'accord. Donc c'est un petit cercle en fait. Donc il y a une espèce de lien qui est de thématique moustache. Et il joue le même personnage ? Il s'habille pareil en fait. On croirait vraiment qu'ils sont frères. Hein. Donc Donc d'accord. C'est un petit clin d'œil. Et je reviens à ma question parce que tu n'y échapperas pas. Comment sont financés ces films-là ? Alors ça dépend. Par exemple, on va prendre le cas de Whitefire, qui est un film de John M. Palardy, le célèbre réalisateur plus connu en France sous le nom de Jean-Marie Palardy, qui est un réalisateur de porno et producteur de films porno des années 80. Ça sent les moustaches. Non, lui, il n'a pas de moustache. On le voit dans le film. Les moustaches de tous ces figurants, ça fait très porno des années 80 aussi. C'est un peu le cas aussi, oui. Mais d'ailleurs, il joue dans Whitefire, on le voit au début, il fait un petit caméo. Il fait brûler. Il se fait, oui, effectivement, brûler. Voilà.
Oh, lance-flamme. N'importe quoi. D'accord, bah écoute. Comment il a réussi à financer son film? C'était en utilisant l'argent des autres films qu'il avait produits, réalisés? Typiquement, c'est surtout le fait d'avoir un réseau, en fait. C'est quand on est déjà dans un réseau de production de films, que ça soit des films pornographiques ou pas. Je pense que surtout, il en a profité pour se payer des vacances en Turquie et à tourner le film pendant son temps libre. Ouais, parce qu'en plus l'équipe technique est très réduite, on le voit à la fin dans les crédits. Oui, ils sont 15 quoi. Non mais il y a un peu de ça. Mais il y a quand même 2 stars dans le film, en tout cas des stars de l'époque. Oui. Il y a Gordon Mitchell en fait qui est une figure des seconds couteaux du cinéma Qui joue le méchant dans le film. Qui joue le méchant dans le film, qui a l'air complètement désespéré pendant tout le film d'ailleurs. Et qui a été interviewé après par Nanarland justement pour lui demander comment est-ce qu'il ressentait ça justement. Il disait, je vous avoue que j'ai jamais revu ce film-là. Il l'a jamais revu surtout. Oh, mais beaucoup d'acteurs n'ont pas forcément vu leur film, mais là, je crois même qu'il s'en rappelait plus. Il a fallu lui expliquer. Mais effectivement, et l'autre star qui lui est beaucoup plus connu, en fait, c'est Fred Williamson. J'étais vraiment étonné de le retrouver là-dedans, quoi. Enfin... Et d'ailleurs, Fred Williamson, qu'est-ce qu'il a fait, ou Fred Williamson, peut-être? Alors, Fred Williamson, c'est une star de la Blaxploitation, qui est un genre cinématographique des années 70, de films avec des noirs pour les noirs, en fait. Voilà, des gros films d'action, généralement avec de l'art martial. Par exemple, comme Shaft ou Blackula ou Sheriff Nigga. Et si je me trompe pas, il fait une apparition en tant que vétéran du Vietnam dans From Dusk Till Dawn. Exactement. Voilà, c'est le gros black qui dit « Oh, le Vietnam, c'était génial !» Voilà. Mais il a joué dans pas mal de films avec Tarantino, je crois. Ouais, il fait des caméos régulièrement. Exactement. Je pense que Tarantino est très fan en fait de la carrière de Fred Williamson. Je pense qu'il est très fan de tous ces films-là de Blaxploitation, typiquement, de genre un peu ça se voit un peu trop. Comment ne pas être fan de la Blaxploitation? C'est vrai. Mais d'ailleurs, toi qui regardes beaucoup ce genre de films, est-ce que le cinéma de Tarantino ou de Rodriguez qui est super référencé comme ça, est-ce que ça t'emmerde profondément? Ah non, moi j'adore les films de Tarantino et de Rodriguez justement, même si Tarantino a un peu tendance à s'auto-citer dernièrement. J'avais bien aimé Inglourious Basterds, mais c'est vrai que dans son segment du film avec Rodriguez. Ah oui, Boulevard de la Mort. Oui, dans le Boulevard de la Mort, en fait, c'était un peu pénible, en fait. Ouais, mais je pense que Rodriguez est beaucoup plus dans l'esprit nanar que Tarantino, parce que Tarantino a quand même. Il est plus réservé. Il est plus réservé, mais quand tu regardes tous les Rodriguez, donc il était une fois le Mexique 2, tous les suites qu'il a fait, Predators, il y a vraiment un esprit nanar, enfin nanar. Je vais essayer d'être plus mesuré dans ce que je dis, pas nanar, mais il est plus en roue libre que Tarantino. Oui, clairement, ouais. Beaucoup plus en roue libre. Disons que Rodriguez aime le cinéma de genre et il se lâche complètement dans le cinéma de genre. Je crois que Mathieu voulait dire un truc. Ouais, en fait, c'était pour recentrer un petit peu sur la question, parce qu'on parlait justement de Whitefire au niveau du financement, donc, qui est financé finalement par l'argent de production, mais tu parlais d'escroquerie en fait. Alors je vais y venir, juste une petite anecdote par rapport à Tarantino vu qu'on y était. Tarantino se vante, parce qu'il est très fan de cinéma, il a travaillé pendant longtemps dans ce vidéoclub, il se vante d'avoir une copie 8 mm d'un des pires films qui existent dans le genre, qui est Menace, The Hands of Fate, qui est un exemple typique de ce qui peut se faire de pire dans le film involontairement surréaliste. Sur l'affiche, c'est une main qui sort de terre, non? Un truc comme ça? Plus ou moins, oui, avec une main avec un sorcier exact, façon. Ouais. Et effectivement, c'est un film qui lui aussi est assez incroyable. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu, je l'ai même en DVD. Non, bref. Donc, l'escroquerie. Donc l'escroquerie, là, ça sera plus un autre genre du nanar. On va plus parler par exemple de Crocodile Fury. Crocodile Fury, qui est un film de 82 ou 86, je sais plus, de Thomas Tang. Et Thomas Tang, c'est une figure toute particulière dans ce genre de cinéma qui, avec 2 de ses complices qui sont un peu plus connu que lui et beaucoup plus prolifique surtout, donc dont le plus connu s'appelle Godfrey Ho et Joseph Lai, qui sont des producteurs et réalisateurs entre guillemets de cinéma de Hong Kong. Qui ont pas mal travaillé donc avec sur du cinéma hongkongais, sur du cinéma philippin en fait. Donc généralement Godfrey Ho à la réalisation et Joseph Lai à la production, et donc ces gens-là sont devenus maîtres dans un genre de film dit du 2 en 1. Donc c'est la technique
consiste à prendre un film qui existe déjà, un film chinois, un film thaïlandais, un film philippin qui existe déjà, qui est généralement pas très très bon. De reprendre des plans. De reprendre tout le film. D'accord. De reprendre tout le film et de rajouter ses plans à l'intérieur et de réécrire l'histoire en fait. Ok. Et généralement ça donne des films de ninja. Effectivement, escroc c'est pas mal comme terme. Enfin, c'est de l'escroquerie pure et dure. Surtout ce qui est intéressant à savoir c'est que l'état d'esprit quand ces gens-là, donc principalement Godfrey-O, qui maintenant enseigne le cinéma. Oh putain. Wow. Ah, mais c'est un pro du montage, donc il peut très bien enseigner le montage dans une université chinoise. Je pense qu'en montage il doit être très bon. Enfin, l'état d'esprit c'était vraiment de se dire de toute façon ces occidentaux sont tellement bêtes qu'ils iront que du feu. Ce qui est pas faux. Ouais, voilà. Mais ça donne généralement des films incompréhensibles. Complètement décousu, avec des histoires qui se télescopent ou pas. Mais ils en ont pas passé un dernièrement à la nuit excentrique, non? Alors ils en passent un tous les ans à la nuit excentrique. D'accord, ok. Généralement, la tradition à la nuit excentrique, c'est terminé sur un film de Godfrey-O, qui est souvent un film de ninja, et cette année, c'était Ninja in Action, je crois le gang des crapules en français. D'accord, donc, c'est ça, exact. Le titre faisait rêver. Qui était assez exceptionnel effectivement, mais c'est pas mon préféré. Oui, on va finir un petit peu sur la question de production, parce qu'il restait une dernière catégorie. Alors la catégorie qui reste en fait, c'est la catégorie du film engagé. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est le réalisateur qui y croit à fond en fait, qui essaye de faire passer un message. C'est le cas de Blood Freak par exemple. On peut un peu comparer ça avec Ed Wood Jr. en fait, qui est le réalisateur de Plan 9 from Outer Space, sauf que lui en plus c'était un escroc en même temps. Donc là c'est Ed Wood c'était un escroc. Ed Wood c'était un petit peu un escroc. Il a quand même emprunté de l'argent à la mafia pour financer certains de ses films. Ah d'accord. Et, tu veux dire, enfin, d'accord. Il a menti à ses producteurs pour avoir de l'argent. Mais une fois qu'il sortait les films, il mentait pas sur ce qui sortait. Non, bien sûr que non. Enfin, c'était vraiment un mec passionné avant tout, je pense, avant d'être un escroc. Oui, il aimait ce qu'il faisait. On va bientôt terminer. J'aurais juste une question, du coup, sur non pas la production, mais la façon de voir dans de bonnes conditions un nanar. Est-ce qu'un nanar peut se regarder seul chez soi? Alors déjà un nanar, là les exemples qui ont été cités, c'est vraiment le haut du panier, hein. C'est assez exceptionnel. C'est les champions du monde en fait, toute catégorie du genre. C'est quand même plus intéressant à regarder à plusieurs. Plus on est de fous, plus on rit. Et certains films qui sont limite regardables, comme par exemple Devil Story dont on parlait tout à l'heure. Il faut avouer qu'il est difficile. Voilà. C'est un vortex ce film, c'est un vortex. C'est beaucoup plus regardable à 400 personnes dans la salle que tout seul chez soi. Ou même avec un groupe de 2-3 potes devant une pizza. Avec un groupe de 2-3 potes avec une pizza, ça passe. Est-ce qu'il faut être alcoolisé? Ça aide, mais je vais pas encourager les gens à picoler pour regarder. Il y a passé ça. Et j'aurais plutôt une question pour essayer d'englober un peu tout ça, parce que finalement, entre tous ces films, qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les relie? C'est une certaine candeur naïve en fait dans la réalisation, parce que aussi bien quand on est dans un mode de fonctionnement où on se dit on va escroquer en fait le public en essayant de lui vendre peut-être même 10 fois le même film. Par exemple, les films de ninja dont on parlait tout à l'heure, généralement c'était des victimes dites du phénomène des flying jackets. La flying jacket, pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas connu, c'était surtout sur les VHS et maintenant encore sur quelques DVD. On changeait la jaquette, mais il y avait le même film à l'intérieur. Voilà, on changeait la jaquette et on avait le même film qui était vendu sous 4, 5, 6, même des fois 10 jaquettes différentes avec un titre différent. Et même malgré en fait cette espèce de volonté malveillante en fait de vendre pour vendre en fait en sachant que c'est mauvais ou que ça a été mal fini, il y a quand même une certaine candeur, une certaine naïveté dans une passion du cinéma quand même. Enfin, pas forcément, parce que je pense pas que Godfrey-O avait une passion du cinéma, mais oui, non, il y avait toujours ce côté perdu dans la création du film qui faisait qu'on pouvait qu'on se rendait plus compte de ce qu'on faisait en fait. Et ce côté involontairement surréaliste, c'est vraiment ce que tu dis, c'est que quand un bon nanar ne sait pas
au moment de la réalisation que ça va être un nanar? Alors ça dépend. Par exemple pour Devil Story, je vais faire rapide, c'est sans rentrer trop dans les détails, c'est un film français, donc c'est un film qui a un peu perdu pied. C'était la volonté, c'était de faire un film d'horreur. C'est Calvary Fire aussi, ils sont partis dans la SF, ils ont pas le budget, enfin on voit des espèces clairement, ils ont des costumes de Stormtrooper, grosso modo, dans certains moments, et on les voit avec une Jeep. Enfin, c'est assez aberrant. C'est dans le cas de Devil Story, en fait, c'est un Français en fait qui était dans la distribution du film, qui distribuait pas mal de films d'horreur, justement, qui à un moment donné s'est dit et pourquoi pas nous, ça a l'air simple à faire, pourquoi ne pas faire notre propre film d'horreur, qui s'est lancé dans la réalisation et au final qui s'est retrouvé avec un film qui était déjà très mauvais, mais surtout qui faisait 90 minutes et le reste du film qui en fait 120, je crois, quelque chose. Non, en fait, le pire, c'est qu'en fait, ils avaient même que, je crois, 45 minutes, et donc ils ont dû rajouter des scènes en plus, il fait 1h12. Non, oui, c'est 45 minutes, oui. Il y avait moins d'une heure de film, et ils ont fait une demi-heure de remplissage, en fait, c'est ce qui fait que, déjà que le film était complètement décousu, qu'il avait ni queue ni tête, que les acteurs étaient lamentables, en particulier l'actrice principale, en fait. Ils ont trouvé à la NPE. En fait, hein. Oui, clairement, ouais. C'est ça l'histoire, ils l'ont trouvé à la NPE, ils avaient besoin d'un job, ils ont fait t'es pas actrice ou t'es actrice, c'est pas grave, on te prend. Donc voilà, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de film qui fait sa propre mini descente aux enfers avec on a retrouvé le réalisateur. D'ailleurs, le film est réédité par quelqu'un que je connais en DVD, qui a lancé une maison d'édition exprès justement pour éditer ce genre de film. Donc c'est quoi comme maison d'édition? Alors la maison d'édition, ça s'appelle Sheep Tape, avec sheep comme un mouton, donc SH2E. Et donc référence au film de Peter Jackson. C'est possible, c'est plutôt par rapport au jeu de mots cheap en fait. Oui aussi. Et donc le premier film est sorti il y a quelques mois, on l'a longtemps attendu, et le prochain promet d'être tout aussi exceptionnel. Est-ce qu'il vient y avoir un prochain? La prochaine production ou la prochaine distribution Sheep Tape, en fait, ça sera un double DVD avec 2 films tout aussi exceptionnels l'un que l'autre. Notamment un film qui s'appelle Ultime Combat avec une espèce d'ersatz de Rambo fauché. Ok, faudra qu'on chronique ça. Faudra qu'on voit ça. Écoute, merci beaucoup Ezekiel. Je t'en prie. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps en parlant de films qu'on connaît. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, mais merci beaucoup. C'était très intéressant. De toute façon, tu restes avec nous pour parler d'autres films qui ont des gros potentiels nanardesques, à mon avis aussi. Je voulais juste dire un truc avant que le live plante et que Justin soit mort. Justin Bieber, Justin TV, le truc de live, il répond plus. Bref, c'est que il faut pas être à plusieurs, c'est pas forcément bien, parce que je vois que moi j'ai dû regarder le film par petits bouts, dans des endroits tout le temps un peu différents, et puis on s'est souvent foutu de ma gueule quand on a vu Un homme dindon en fait sur mon ordinateur, alors les collègues de travail qui font mais tu regardes quoi, et puis les mecs dans le métro qui passent une épaule qui font mais non mais quand je dis à plusieurs, c'est tu fais une séance avec non mais je sais bien, c'était pour la blague. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Swan, c'était très drôle, on va vous garder mon petit. Non. vous avez un grand avenir dans le podcast. Non. Lancez le générique s'il vous plaît. Rendez-vous utile. Est-ce que t'aboies tout le temps? Dire ok. Ou est-ce que tu mens? Describe in single words. Only the good things come in your mind. About your mother. Eh bien voilà, merci beaucoup pour le jingle Swan, c'était encore mon préféré pour une fois. Moi, je vais peut-être arrêter avec ça, ça devient vraiment très lourd. Voilà, alors ce soir nous allons parler de 4 films. On va essayer maintenant de comment dire. Oui, voilà. On va essayer de rester à 4 œuvres par rubrique. Ça nous paraît être un bon équilibre. Voilà. Donc Geoffroy va nous pitcher le premier, qu'il est le seul à avoir vu. Il est en train de se tendre sur sa chaise, il a l'air content, il a l'air joyeux. Vas-y, lance le coco. J'ai détesté ce film. Non, non, j'ai pas détesté. Alors le film en question, c'est Dark Shadows, le dernier Tim Burton qui est sorti il y a maintenant 2 semaines. C'est un film... C'est un Tim Burton, donc c'est forcément un film avec Johnny Depp et avec Helena Bonham Carter, avec également Michelle Pfeiffer, Eva Green et Chloé Moretz. Chloé Moretz, c'est Hit Girl dans Kick-Ass, c'est la petite sœur de Joseph Gordon-Levitt, petite sœur confidente de Joseph Gordon-Levitt dans 500 jours ensemble. Celle qui est bonne mais qui a moins de 18 ans.
Et voilà, c'est un problème. Jailbait, C'est un problème. jailbait. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Moi, ça me dérange énormément. Alors, le pitch au XVIIIe siècle, un homme arrive sur les terres encore vierges du Nouveau Monde. Sa famille y bâtit un village tant et si bien que tout le monde en veut à sa fortune et à son corps. Un jour qu'il tombe amoureux, une sorcière lance un sortilège à sa bien-aimée et la tue. Il s'en remettra pas. Il va finir lui aussi maudit et devenir un vampire. Il va être enterré vivant, du coup, enfin vivant, mort vivant, bref, pendant 2 siècles. Et il est finalement déterré en 1972, où il va découvrir ses descendants, le XXe siècle, et une sorcière qui n'a pas pris une ride en près de 200 ans. Mathieu. Alors, moi j'avais une curiosité morbide en fait qui m'a poussé à regarder la bande-annonce uniquement parce que Tim Burton, je le déteste depuis Big Fish. Ouais. Et Oh, ça- Big Fish, c'était bien. Oh non, c'était C'était nul. très bien. Je me déteste Big C'était Fish. mauvais. Profondément. C'était pas très bien. Enfin, Voilà. Mais toujours est-il que j'ai vu la bande-annonce et il y a un soubresaut à un moment dans la bande-annonce où je me suis dit genre ça peut être drôle. Et en fait au début c'est médiocre. Il y a eu ce passage, je fais genre C'était quel et passage? après genre Quel pouf. passage je Bah, vois en très- fait, quand il passe sur le principe qu'il arrive à l'époque contemporaine, D'accord. Ouais. ok. et il y a un gag que j'ai trouvé drôle, et après Avec la c'était. télé. c'est le gars avec la Avec la télé. télé. Voilà. Les petits ménestrels. Bah Ouais, aussi, j'ai c'est- explosé de rire Ouais, aussi. mais arrêtez, c'est pas drôle, c'est gag des visiteurs. Mais c'est très Mais mignon. c'est les visiteurs. Arrête, C'est marrant. effectivement, c'est les visiteurs. Oui, mais c'est un gars qui vient des visiteurs 2 je crois même. Enfin bref, c'est aberrant. Non mais c'est un film qui est aberrant, Avec qui est Muriel pas, Robin. qui est Alors, pas Merci pour drôle, ta culture. qui joue. Qu'est-ce ouais, qui est ouais. aberrant dedans? Il joue sur un humour du décalage temporel. Enfin, de 2 cultures différentes qu'on a déjà vu 1000 fois Alors, et il repose que sur ça. En Oui, fait, c'est est-ce que que- tu l'as vu aussi. Ouais. Moi j'ai vu le film aussi. Est-ce que tu es au courant? Ce film en fait C'est s'adapte d'une adapté série une série télé des en années fait. 60. C'est une série télé qui était déjà un sous-Famille Adams à l'époque, qui est Ouais. sortie genre 5 ans Il y après a la eu plus Famille de 1000 Adams. épisodes. Et il y a eu des tonnes d'épisodes, c'est assez culte aux USA, et donc c'est pour ça qu'il y avait cette espèce de fandom en fait. Sachant qui qu'au début, il fasse n'y avait que- pas de vampire qui arrivait. Il est arrivé par la suite, justement, pour relancer la série à l'époque. C'est ce que j'ai appris dans je sais plus quel podcast. Enfin bref. Et donc voilà. Mais je trouve ça dommage. Enfin, c'est une série que Tim Burton voulait adapter depuis un moment. Il y a vraiment 2 parties dans ce film. Il y a une partie qui est basée pas mal sur la comédie un peu lourdingue. Enfin, moi je trouve pas drôle à vrai dire, et il y a la deuxième partie qui est basée un peu plus sur où il y a plus d'action, il y a plus d'intrigue au moment où on découvre que la sorcière est toujours là, et donc voilà, va y avoir une petite lutte entre la famille et la sorcière pour savoir qui va prendre possession du village. J'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça digitalement, enfin les effets visuels, voilà, c'est très Tim Burton, enfin il y a un côté très Alice au Pays des Merveilles, la 3D en moins sur les effets visuels. C'est très flou, dégueulasse encore. Ouais, c'est ça, c'est sursaturé, c'est surcontrasté, c'est assez étrange. Il y a rien qui sauve le film, rien. Si. Enfin, Il y a Alice le Cooper. film, il y a Alice Cooper, mais voilà, faut aimer Alice Cooper quoi. Bah T'aimes non, pas Alice Cooper? Arrête, tu peux... même si t'aimes pas la musique, Non. t'aimes au moins le personnage. Il est, Oui, il est- au moins le Il perso. est Ouais. extrêmement cool, Alice Cooper. Enfin, c'est censé se passer dans les années 70, et 70, il est à sa tête d'aujourd'hui, quoi. Donc Oui, bah, c'est ouais. normal. Mais bon. Enfin, il y a des soucis. Et alors, bon, il y a plusieurs choses qui me dérangent. C'est d'une part, c'est vraiment une ressucée sur les thèmes des premiers Tim Burton, que ce soit Beetlejuice, Édouard Romain d'Argent. Enfin, il y a vraiment ce côté, enfin, le Très côté gothique. un peu très gothique, mais très Go- prévisible gothique aussi. chic, du coup. ouais, d'accord. L'humour, j'aime pas les effets spéciaux, j'en ai parlé. Des personnages sacrifiés, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui, au début du film, on se dit ils vont être très importants. Et finalement, ils sont passés à la trappe, et plein. C'est-à-dire que je me foutais totalement de ce qui se passe pour Johnny Depp, parce que bah, finalement, enfin voilà, c'est un vampire, on sait qu'il sera toujours vivant, et enfin voilà, qui pourra pas rejoindre sa dulcinée. Et à part ça, on s'en fout. Et puis tous les autres personnages, il y a une belle galerie, hein, mais ils sont totalement sacrifiés, et ils ressurgissent comme ça parfois dans le film, et on se dit oui, mais je m'en fous, c'est pas grave qu'ils meurent, enfin c'est pas mon problème. Moi ça m'a vraiment dérangé, et notamment Chloé Moretz, qui à un moment enfin je sais pas, il y a un truc bizarre, c'est une scène à table où on sous-entend Chloé Moretz qui avait 14 ans au moment du tournage, qui se caresse dans sa chambre et qui a gémi dans sa chambre. Moi franchement j'ai trouvé ça très très étrange, et assez malsain. Mais ça arrive comme Alors, ça dans le film. ça s'explique en fait plus tard dans le film. Ça mais s'explique c'est- plus tard dans... Ah oui, j'avais pas fait le lien. Ouais, mais on s'en fout. Enfin, c'est- c'est-à-dire que le truc en l'occurrence qui arrive plus tard dans le film, ça arrive. Peut-être pas c'est un besoin cheveu de le sur- raconter. Non, je le raconte pas, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Alors, C'est- pour la petite histoire, en fait, c'est un film de Tim Burton, mais c'est aussi un film écrit par Seth Graham Smith, qui est surtout connu pour avoir écrit Orgueil et préjugés et zombies, et Abraham Lincoln Vampire Hunter, qui sort bientôt. Ah, d'accord. Oui.
Exactement. D'accord. Ouais. Et donc voilà, je trouvais que c'était un film qui apportait pas grand chose et que encore une fois, que Johnny Depp cabotine à mort. Donc, oui. Ezekiel, toi tu l'as vu, t'as un ressenti un peu similaire ou Moi, j'aime bien ce que fait Tim Burton. Je dirais pas que c'est son pire film. Il est très nettement meilleur qu'Alice au Pays des Merveilles. Il n'y a pas photo. Mais bon, je me suis pas ennuyé. Il y avait quelques manques de rythme en fait, mais sinon ça se regarde bien. Donc t'as quand même réussi à regarder tranquillement sans te dire que c'était une vraie purge. J'ai même vu en IMAX le film, c'est dire. Oh. Oula. Oh, du Tim Burton en IMAX, ça va faire mal aux yeux. Ouais, ça va être tendu. Bon, alors on a un avis, donc Geoffroy a plutôt pas trop aimé du tout. Et Ezekiel. Plutôt pas trop aimé du tout. Bah oui, il faut enrober le. Hein, et Ezekiel a regardé, voilà. C'était pas nul. En fait, le manque d'enthousiasme des deux est assez. Oui, c'est assez. C'est un film très peu qui provoque peu d'enthousiasme. J'ai préféré Battleship. Moi aussi. Oh putain. Non mais moi aussi. Bon allez, ça va être une catastrophe, à moi. Alors maintenant je vais vous parler, donc on parlait de Dark Shadows et Geoffroy ne vous le conseille pas. Alors maintenant je vais vous parler de Théâtre Bizarre. Alors c'est une coproduction française, canadienne, américaine, sortie en 2011. Non, pardon. Non, réalisé donc conjointement par Richard Stanley qui a fait le premier segment, Buddy Giovinazzo qui a fait le deuxième, Tom Savini qui a fait le troisième, Douglas Buck qui a fait le quatrième, Karim Hussein qui a fait le cinquième, et Ted Gregory qui a fait le sixième. Donc, film à sketch, il y a deux exemples qui me sont venus à l'esprit. Il y a Creepshow qui avait été réalisé seulement et uniquement par George Romero et qui est pas top, que je n'aime pas trop. Et il y a aussi Necronomicon qui est un bon essai sur Lovecraft et qui aborde plusieurs choses sur l'univers Lovecraftien des grands anciens, mais qui est pas franchement... voilà, une réussite. Oui. Dans ce film, qu'est-ce qui unit en fait les 5 segments? Mais il n'y a pas grand-chose qui unit les segments. En fait, le concept, c'est c'est l'introduction du film. C'est une jeune fille un petit peu gothique, un petit peu émo, qui rentre dans un cinéma, donc un theater. Et il y a un gars qui est joué par Udo Kier qui avait joué un Master of Horror, La fin absolue du monde, réalisé par John Carpenter, qui était très bon. Cigarette Burns en français. En américain, et donc ce gars est le meneur de revue en fait. Et ça, c'est un spectacle de Grand Guignol. Le spectacle de Grand Guignol, c'est les spectacles qu'on avait dans les années 30 en France. Des spectacles très sanglants, composés de plusieurs petites scènes assez glauques. Et donc là, ça reprend ce principe-là. On a 6 sketchs qui n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres et qui ont chacun leur identité propre, aussi bien au niveau de la réalisation que des personnages, que du concept. Il y a quand même quelque chose qui les unit à chaque fois. Par l'horreur, non, il n'y a rien qui les unit. C'est juste en fait une recueil de court-métrage. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah oui, c'est un film à sketch, Grand Guignol, c'est ça. Donc le premier qui s'appelle Mother of Toads est assez sympathique. C'est un couple américain qui se balade dans les Pyrénées, donc en France, et qui rencontre dans un marché une vieille bohémienne, une vieille sorcière. Et le gars du couple, qui est un ethnologue, un sociologue, va tomber sous le charme de la sorcière et va aller la voir pour consulter un Necronomicon parce qu'elle prétend avoir une copie du Necronomicon. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce petit segment-là, c'est le plus court il me semble. Il est assez efficace, même si c'est classique, même le concept est classique, donc un petit couple qui se perd dans un endroit paumé, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, c'est assez classique, mais il n'y a pas les poncifs, genre il n'y a pas l'appel à la détresse de la fille avec le gars qui accourt dehors, il n'y a pas de choses trop chiantes, c'est plutôt assez direct et frontal, même si il n'y a pas trop de soubresauts. C'est inspiré d'une nouvelle de Clark Ashton Smith qui avait créé une région totalement fictive en France qui s'appelait l'Aveyrogne. Et il avait écrit plein de petites nouvelles dessus. Entre l'Auvergne et l'Aveyron, donc. Ouais, d'accord. Et donc voilà, globalement, c'est plutôt sympa. C'est donc une œuvre adaptée et c'est pas le meilleur, loin de là, mais il est très agréable. Oui. C'est quoi en fait ceux que tu trouves les plus aboutis en fait? Alors le plus abouti pour moi. Le plus abouti, c'est The Accident, qui est magnifique. C'est globalement l'histoire, c'est réalisé par qui? Alors qui est réalisé, si je ne me trompe pas, alors je regarde tout de suite, je retrouve la feuille. Douglas Buck, exactement. Tu t'es très bon. J'ai accès aux fiches aussi. Très bien. Donc Douglas Buck et qui avait réalisé un truc assez glauque qui était le remake d'un vieux film qui était Sœur de sang, et il avait fait des trucs vraiment très glauques et très sanglants. C'est cradingue, et là c'est très très en retenue. C'est donc une femme et sa fille qui sont en voiture et qui assistent à un accident, un double accident quelque part, et il y a très peu de personnes qui sont là, et tous les protagonistes qui sont dans l'accident sont morts. Et la petite fille, en rentrant le soir, va poser des questions très précises sur la mort à sa mère.
Pourquoi est-ce qu'on meurt? Et c'est assez poignant parce que la mère répond à toutes les questions de la petite fille petit à petit, et ça aussi entre les réponses de la mère et les scènes de mort qu'on a. D'accord. C'est très très beau. Moi, ça m'a vraiment touché. Et c'est pas trop horrifique. Et le plus décevant, en fait, le plus intéressant. Le plus décevant, je pense que c'est le dernier, c'est Sweets. Qui est vraiment pas intéressant du tout, ça vous montre des gens qui bouffent, qui vomissent, qui bouffent leur vomi. Et moi j'aime pas trop tout ce qui tourne autour de la bouffe, j'ai un gros problème avec ça. Alors que le vomi ça va. Non, c'est le vomi, bouffe pour moi là, dans ce cas-là c'est la même chose, c'est vomir de la bouffe, remanger le vomi. Il y a que Jackass qui me fait rigoler avec ça, et encore très vaguement. Globalement, j'ai pas du tout aimé parce que c'est censé être une histoire d'amour, de rupture, et ils se vomissent dessus, ils se mangent, et du cannibalisme. Pas sûr. Non. Donc voilà, c'est trop fluo pour moi. Mais sinon, oui. À part ça, en fait, c'est le seul film en fait du lot qui a l'air d'être vraiment mauvais que les autres. Les autres en fait se tiennent. Ils ont du mal à sortir du lot. En fait, j'aime bien l'ensemble, mais parce que il y a vraiment le celui du milieu, The Accident, qui est très très bon. Les autres en fait surnagent un petit peu. Le deuxième, I Love You, qui est une histoire de rupture entre un Allemand et une Française, mais tous les deux parlent anglais, est assez beau parce que c'est vraiment l'histoire d'un délirium et d'un pétage de plomb. Les deux acteurs sont très bons, surtout l'acteur masculin, j'ai oublié son nom, André Hennicke, qui passe de l'acting d'un gars totalement au bout du rouleau, alcoolique, sous médoc, à l'acting d'un mec, d'un jeune homme qui séduit sa copine. C'est Gaspard Noé quoi. D'accord. Bon, je te demande. Non, oui. Sinon, au niveau des films à sketch d'horreur, en fait, j'aurais deux suggestions à faire en plus. Alors, il y en a un qui est typiquement des années 80, mais qui est un grand classique, qui est Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire, qui est un film en quatre segments qui sont assez très esprit, Contes de la Crypte, Master of Horror, qui est pas mal. Sinon, il y en a un qui est beaucoup plus récent, qui est Tokyo, avec un point d'exclamation, notamment avec un segment de Léos Carax, qui s'appelle Merde, et qui raconte l'histoire d'un monstre géant de merde qui attaque Tokyo et qui est complètement barré. Et sinon, Udo Kier qui joue aussi dans Iron Sky, qui sort cette année, qui est un film de nazi de l'espace. Qui sort en Angleterre d'ailleurs, là, qui sort très bien en Angleterre. Il sort partout en Europe, on a un distributeur en France. Il a dit, il y a un distributeur en France. Il y a un distributeur en France, mais je suis assez inquiet en fait. D'accord. Il est inconnu au bataillon. Le film sur les nazis qui part sur la Lune et qui reviennent sur Terre. Voilà. Qui après la défaite s'était réfugié sur le côté de la Lune. Voilà. Et donc je termine très rapidement. I Love You qui est très très bon. Ensuite il y a Wet Dreams qui est réalisé par Tom Savini, où un homme macho totalement qui doit pas être sa femme se fait punir dans les rêves, mais en fait pas que dans les rêves. C'est assez fantastique, même si j'ai eu très mal à mon entrejambe en pensant à ce qu'il avait dû subir. Ça vous donne une idée de ce qu'il va prendre. Et globalement, après le dernier, celui qui est réalisé par l'initiateur du projet, Karim Hussein, qui s'appelle Wiesenstein. En gros, c'est une femme qui décide qui souhaite voir ce que les gens voient au moment de mourir. Donc elle les tue. Elle prend le liquide oculaire, donc dans des globes oculaires, avec une seringue, puis après ça les injecte dans les yeux. Et ça donne une morale assez... En fait, le problème, c'est que c'est très gênant, et il n'y a rien qui sauve vraiment le petit court-métrage, même s'il n'est pas forcément mauvais. Donc en gros, il n'y a que The Accident qui ressort du lot, qui est vraiment très très bon. Celui de Tom Savini est marrant, parce que c'est Tom Savini. Et globalement, il y en a un qui est vraiment à chier, c'est Sweets. Il dure combien de temps au total? Il dure 1h43, 1h53. D'accord, donc ça fait des courts-métrages chaque fois de 20 minutes, quelques 20 minutes. Ok, d'accord. Globalement, c'est pas trop mal. Si vous aimez bien les films à sketch et l'horreur, ça peut vous plaire. Et donc le titre c'était The Theater Bizarre. Ok. Donc on passe après à Contrebande. Je vais le pitcher vite fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est un film de Balthazar Kormákur. Je sais pas si je le prononce bien. Il a rien fait avant d'ailleurs. Ok. Enfin, pas grand chose. Qui est sorti cette année avec Mark Wahlberg, avec Giovanni Ribisi et Kate Beckinsale, et qui raconte l'histoire d'un gentil gars américain qui a un passé trouble, mais alors trouble, hein, qui était trafiquant, contrebandier, trafiquant, et il doit aider son bon-père. Et alors il remplit une putain de merde, alors gros, relance-moi cette merde. C'est moi qui fais le pitch, je suis vraiment très content. D'accord. Vas-y, alors tu veux que je donne mon avis d'abord? Je vais le donner d'abord, vas-y, tant qu'à faire. Comme t'as parlé juste avant, tout ça, je trouvais que c'était pas un film intéressant, que le gros problème c'est que le personnage de Mark Wahlberg est le personnage central du film quand même, c'est-à-dire que c'est lui qui va déclencher toute l'action et c'est lui qu'on suit au fur et à mesure, c'est sa famille, c'est tout ça. Il est pas caractérisé, on sait pas pourquoi il agit ainsi, on sait pas s'il aime être contrebandier ou pas, parce que à plusieurs reprises il dit j'arrête, et puis j'ai vraiment envie d'arrêter, et puis à un moment il dit I fucking love that, you have no idea, enfin je sais plus quoi.
Voilà, je ne comprends pas ce mec. Je ne comprends pas ce mec à partir du moment où je ne comprends pas le personnage et je comprends pas ses réactions, j'accroche pas. En plus de ça, pour moi, il y a des rebondissements toutes les 10-15 minutes. Ouais, c'est nul. Donc du coup, on lâche l'affaire et les personnages, j'en avais plus rien à foutre. Mark Wahlberg est omniprésent. Le scénario est très classique, c'est-à-dire qu'il part pour aller chercher de la dope, ou de l'argent, il revient et voilà. Donc, c'est un film d'aller-retour. C'est un aller-retour quoi. Mark Wahlberg est trop gentil, c'est-à-dire qu'il est pas crédible en plus dans ce rôle-là. Il est pas crédible et pour moi, un bon film de contrebandier, c'est un film où il faut pas uniquement de l'action. Il faut quelque chose de plus. Pour essayer de renouveler un peu le genre. Il n'y a pas d'action. Et justement, on parlait tout à l'heure de Jewish Connection avec Jesse Eisenberg, où il y a un peu de second degré, il y a un peu de dérision, et voilà, c'est le petit truc qui fait passer ce film. Mais le problème, mais c'est pas le cas du tout dans Contrebande. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'action. Non, bah si, il y a un gunfight. Il y a un gunfight, il y a rien d'autre. Qui est plutôt pas trop mal foutu. Parce que en plus le film est super long à démarrer, à se mettre en place. Il se passe quasiment rien. La bande-annonce, je me souviens, je l'ai vue au cinéma, elle est très très courte, elle dure pas plus de 10 secondes, avec des changements de plan épileptiques. Tu vois, mec, une explosion au ralenti. Il est très mal rythmé, c'est très mal rythmé. Moi, je me suis vraiment emmerdé. Il y a un truc que j'ai plutôt apprécié pour vous dire à quel point c'est secondaire, c'est que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est pas vraiment dit clairement, c'est juste en filigrane, on entend les musiques, on voit le fleuve, le marécage, tout ça. Et ça, voilà, l'ambiance Nouvelle-Orléans est plutôt pas trop mal rendue, mais après le reste. Mais en plus, il se passe vraiment rien. C'est très mal rythmé, comme tu disais tout à l'heure. Parfois c'est confus même. Il y a des trucs dans le montage qui font que ça rend le truc pas clair du tout. Puis j'ai du mal à m'identifier au personnage, comme tu disais tout à l'heure. C'est clair que si tu comprends pas le personnage de Mark Wahlberg, moi j'ai pas compris le personnage de Mark Wahlberg. Don't tell your sister, parce qu'il a l'air de dire qu'il aime ça en fait. Puis même les méchants, en fait, j'ai du mal à comprendre qui est vraiment le méchant. Il y a que les méchants sont même pas vraiment méchants. Tu vois que c'est juste des petites frappes. Elles pètent même pas les plombs. Il y a aucun intérêt. On sait pas quels sont les enjeux quoi. Et puis en plus la punchline du film, c'est quand un homme n'a plus rien à tout à perdre, ou c'est que ça, il est encore plus dangereux quand il a tout à perdre. J'ai même pas compris le lien avec le film. Dans Lockout, seul contre 500, quel est le problème? Voilà, on comprend, c'était clair. C'est un film de merde, mais on comprend. Ouais, je suis pas d'accord, mais là, j'ai pas compris le rapport avec la punchline. Et globalement, pour moi, Wahlberg il a quand même fait des très bons films. Il a fait We on the Night, Boogie Nights, Departed, même Shooter à la limite, qui était une affaire de vengeance, de sniper, était un film correct. Les pubs Calvin Klein. Ouais, ok. Puis même la musique qu'il faisait. Ils auraient dû embaucher celui qui a fait la punchline de Grease 2, qui est la meilleure punchline de l'histoire du cinéma. C'est sympa. C'est fantastique. Effectivement, c'est sympa. 100 points d'exclamation. Genre, le mec blasé, c'est sympa. C'est cool. Et le mec dit, oh putain, c'est une bonne punchline, on va la prendre, le mec. Bah voilà, c'est sympa, ça s'adapte sûrement pas à Contrebande. Non, c'est vraiment un film de merde. Voilà, on passe à Saya Samurai. Saya Samurai. Alors donc, c'est un film qui a été en 2010, mais qui sort que maintenant en France, qui a été réalisé par Hitoshi Matsumoto, dont j'ai parlé la dernière fois parce qu'il a fait Big Man Japan et qui a fait aussi Cell Il y a eu Ball. un track sur lui là il y a 2 semaines. Ouais, je l'ai pas encore vu, mais oui, effectivement il y avait un track. C'est dur de le voir maintenant, je crois, non? Je sais pas. Non, t'as Arte plus 7. Oui, mais ça dure 7 jours. Ok. De toute façon, il est sur YouTube, c'est possible. l'extrait. Bon bah, cherchez-le. Donc il y a Nomi Takahaki dans le rôle de Nomi Kanjuro, donc qui est le personnage du samouraï, et Sea Komada dans le rôle de Tae, qui est la petite fille. Oui, plus près du micro. Plus près du micro. Ok. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un samouraï déchu puisqu'il a perdu son sabre, qui parcourt le Japon en fuite poursuivi par différents chasseurs de primes, et qui va se faire arrêter puisque c'est un samouraï déchu et on le condamne à 30 jours pour faire rire le fils du roi, donc le prince, qui a été choqué par la mort de sa mère et qui depuis plusieurs années ne sourit plus du tout. Et donc il a 30 jours pour le faire sourire. Alors ce qui est intéressant à voir avec ce film, c'est que quand il a été réalisé, le réalisateur n'a pas dit à l'acteur principal on va faire un film. Il lui a dit ok, on va faire une sorte de documentaire sur toi, et va y avoir donc différents segments où tu vas faire tu vas te mettre en scène de manière burlesque. Et donc du coup, il y a pas de script pour ce qui est du personnage principal. Du coup, il parle pas du tout. Doit avoir 4 répliques dans tout le film.
Oui, Xavier. Mais Matsumoto, c'est pas un peu comme Kitano au Japon, il fait autre chose que du cinéma, il fait de la télé, tout justement, ça. comme je disais la dernière fois, c'est un réalisateur qui a une excellente carrière, qui réussit très bien au Japon en tant que comédien, qui a 3 films à son actif en tant que réalisateur, mais à chaque fois qu'il fait des films, personne ne comprend. Celui-là, c'est le plus simple à comprendre. Il est très japonais, mais et je dis très japonais pas dans le sens où c'est super barré, mais très japonais dans la manière dont l'histoire se développe. Je peux pas en dire plus, mais je pense que des gens qui sont pas vraiment habitués à la culture japonaise sortiront de la salle en n'ayant pas forcément très bien compris ce qui s'est passé à la fin, alors que pour moi qui ai un peu plus l'habitude, c'était très très clair. Mais en soi, c'est un très beau film. C'est une comédie donc qui a vraiment un côté très Jacques Tati, puisque le personnage principal parle très peu et se met en scène d'une manière comique. Il y a beaucoup de dérision qui est motivée finalement par le désespoir de devoir sauver sa peau en se mettant en scène et en étant le dindon de la farce, quoi. Donc c'est plutôt une comédie dramatique. Donc c'est un poil nostalgique, un poil mélancolique. C'est plus pathétique. Je pense que ce qui est commun à tous les films de Matsumoto, c'est que c'est des films qui mettent en scène des personnages qui sont pathétiques. Comme je le disais, le film a été réalisé sans que l'acteur principal ne soit au courant qu'il était dans un film. C'est quand même drôle. Ce qui est quand même assez dingue, ce qui est une prise de risque de fou. Mais le fait est qu'il a été fait de telle manière à ce que l'acteur soit toujours face à une situation où il devait improviser et il devait donner un peu le maximum à chaque fois. C'est-à-dire que on le mettait face à une situation, c'était genre vas-y, il faut que tu sortes quelque chose. Et donc on sent l'énergie un peu du désespoir dans sa manière de faire, grâce à des plans fixes, des fois sur des gags qui sont pathétique mais extrêmement drôle une fois qu'on s'apesantit dessus. C'est un film vraiment efficace dans son humour et qui peut parler à beaucoup de gens parce que là on reste dans le domaine de la drôlerie, du burlesque, mais globalement il y a quelque chose qui fait, il y a pas une atmosphère, mais je sais pas comment dire ça. Culturellement parlant, c'est un film très très japonais. C'est vraiment un film qu'il faut voir sous le prisme. Est-ce que tu me le conseillerais à moi par exemple? Non, à mon avis tu vas pas, je vois ce que tu aimes et non. Oui, par contre, Xavier ou Swan, je pense que c'est un film qui vous plairait. Swan, t'avais envie de le voir, je crois. Moi aussi, j'ai très envie de le voir. Tu t'as vu la bande-annonce? Ouais. Qu'est-ce que t'en avais pensé? Ça m'a fait marrer, quoi. Ça a l'air barré. Enfin, j'ai aussi vu, comme j'avais vu le tracks, après j'ai vu que le truc allait sortir, j'ai regardé la bande-annonce. Ça a l'air c'est un peu le même esprit que les précédents, quoi. Oui, mais c'est moins barré. C'est clairement moins dingue. Est-ce qu'il y a des combats de sabre ou alors pas du tout? Non, j'ai vu quelqu'un le comparer comme étant une parodie de Shambhala, je vois pas le rapport. C'est donc pas Zaitoshi. C'est pas une parodie de Shambhala, c'est pas du film de sabre. Donc il y a Samouraï, mais c'est pas un film de sabre. Donc rien à voir avec un Sous la pluie, Zaitoshi, un Samouraï manchou, rien de tout ça, d'accord, très bien. Non, je le comparerais vraiment pas à ça. Non, c'est un film, c'est plus proche du cinéma de Jacques Tati, d'accord, très véritablement, Les Vacances de Monsieur Hulot, carrément. Ouais. D'accord. Alors cette façon de tourner, en fait, il y a Stanley Kubrick qui avait fait un peu la même chose pendant le tournage de Doctor Strangelove, du Docteur Folamour, où il a tourné certaines scènes en faisant croire à ses acteurs qui faisaient des essais. Waouh! C'est quelle scène par exemple? Un exemple? Je crois qu'il y a la fameuse scène dans la base aérienne exact, qui était complètement improvisée en fait. Avec Peter Sellers qui doit défendre avec la mitrailleuse, c'est ça? Oui. D'accord, ok, oui, ça m'étonne pas en plus. Bien ce film. C'est génial. Donc c'est tout. Mais oui, merci c'est tout Ezekiel, merci Ezekiel pour l'anecdote. Voilà. Stanley Kubrick était un grand malade avec ses acteurs, il aimait bien prendre des risques. Et donc c'est donc Saya Samurai qui est encore, je pense, en salle, peut-être encore une semaine, donc je vous encourage à aller le voir. Je parierais pas là-dessus. Sinon, allez le voir en DVD. De toute façon, il est sorti en 2006 au Japon, donc il y aura moyen de trouver un rip quelque part. Tout à fait. C'était tout pour les films? C'était tout. On a été assez efficace pour une fois, je trouve. On est assez fort, hein. Je trouve qu'on devient le meilleur podcast cinéma de FreePod. Voilà, alors. On est un peu le seul. T'as parlé oui, c'est vrai qu'on a un podcast ciné. Oui. Geoffroy, balance le jingle comics, s'il te plaît. Swan. T'as dit que j'ai quoi? Geoffroy. Oh putain, merde! Swan! I'm quite keen on comic books. Especially the ones about superheroes. I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. Take my favorite. Alors, ce soir nous allons parler de Prophète, ensuite nous allons parler de Billy Bat, ensuite de Daredevil et de Pharaoh. Mais d'abord, Prophète.
Vas-y Mathieu, à toi mon gros. Prophet, on avait déjà parlé il y a quelques mois à la sortie du premier numéro, puisque c'était un événement qui consistait à reprendre la série originale créée par Rob Liefeld, dessinée par Steven Platt, et la reprendre à partir du numéro 21, puisque la série s'était interrompue il y a des années de ça au numéro 20. Oui, Xavier. Rob Liefeld, le plus débile et le plus mauvais de tous les dessinateurs de comic books de l'histoire. On y vient. Prophet, c'était une histoire extrêmement bourrine avec un personnage dessiné avec des tas de veines partout, des dents qui plus de dents qui est dans un dentier humain, et qui était extrêmement badass et qui tapait, tirait, enfin bref, il y avait aucune direction, aucun intérêt à cette série. C'était du nanar en comics. Ouais, clairement. Et ça a été repris, donc ce qu'il faut voir aussi avec l'univers créé par Rob Liefeld, donc des séries comme Prophet, Youngblood ou Supreme, c'est par exemple des séries qui ont été reprises il y a quelques années par Alan Moore, qui avait scénarisé des épisodes de Youngblood. Oui, quoi? Non, je voulais juste savoir si ça te dérangeait, si j'allais fumer. Non mais non, vas-y. Donc, c'est une série qui... C'est une série qui reprend l'intrigue finalement à un point qui s'était interrompu dans l'espace, mais avec toute autre optique. Donc qui est celle du scénariste Brandon Graham, qui a fait King City, dont je peux pas parler parce que je l'ai pas encore lu, mais ça va venir. Et c'est dessiné par Simon Roy, donc qui a un style par contre très très différent de celui de Steven Platt de l'époque. Steven Platt, c'était un mec qui faisait des personnages extrêmement baraqués et tout ça. Simon Roy, c'est un type avec un dessin plus proche de Moebius. Moebius, l'Incal, ce Moebius là. Donc pas Jean Giraud quand il fait Blueberry. Bref. Donc, et à la couleur on trouve Richard Bellerman, qui est un nom vraiment important. On cite jamais les coloristes quand on parle de comics. Et en l'occurrence, là, c'est véritablement le triptyque est là, quoi. Le trio est là. Ces trois types font le comics, clairement, chacun à part égale. Autant le dessin que la couleur que le scénario font l'intérêt de Prophet. Donc c'est une série qui a commencé il y a quelques mois, qui en est maintenant au numéro 25. Qui est donc un mensuel, qui coûte 2,99 par le numéro. Et ça raconte l'histoire donc de John Prophet, qui est un aventurier intergalactique, qui est envoyé en mission sur une planète extraterrestre pour réactiver un module qui a été laissé à abandon par des visiteurs provenant de la Terre. Il va devoir affronter différents périls de ce nouveau monde hostile, donc qui est peuplé de races extraterrestres diverses et variées, et d'une culture totalement étrangère, qui lui est totalement étrangère. Il va rencontrer différents contacts qu'il a pu déjà établir sur la planète, ce qui va lui amener à des modifications de son propre corps en fonction des coutumes extraterrestres locales, et qui va l'amener, alors je vais entre guillemets spoiler dans le sens où c'est... non, c'est inacceptable, non. Ce qu'il faut voir avec Prophet, en fait, c'est que les 3 premiers numéros sont véritablement l'introduction de tout ce qui va se passer ensuite. Exact. Et ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, ce qui se passe à la fin du 3e numéro, après qu'il ait traversé donc tout cet univers étrange, en fait il va réactiver le module, et en réactivant le module, en fait il éveille des clones de lui-même à travers l'univers. Et ça, c'est mortel. Le truc intéressant, c'est que chaque clone a une spécificité physique particulière. C'est-à-dire que lui, celui qu'on découvre au début, il a une espèce de symbiote sur lui qui l'aide à survivre dans des situations les plus difficiles, manque d'oxygène, pour prendre un bras pour faire repousser entre guillemets un bras. Et celui qu'on découvre après, il a une queue rétractile. Et ce qui est rétractile, préhensible. Enfin, il peut prendre des choses avec sa queue. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que on sait déjà que dans le futur, donc on va revenir sur le prophète qu'on a vu dans les premiers numéros, et que en fait donc le prophète qu'on connaît sera dessiné par Simon Roy, mais après chaque numéro avec un John Prophet différent sera dessiné par un autre dessinateur. Exactement, ouais. Donc la prochaine histoire, c'est dessiné par Farrell Dalrymple, qui est vraiment un type qui commence juste, mais qui a un style fantastique, qui me rappelle un petit peu celui de Claire Wendling. Vraiment, un type avec un style à part, quelque chose de vraiment une esthétique très différente du comics classique. On est clairement dans Métal Hurlant. Moebius, Jodorowsky, Druyet, ces types-là, c'est l'école française. C'est même d'ailleurs providentiel qu'il y a eu le décès de Moebius, et là on assiste, en tout cas aux États-Unis, à vraiment un renouveau de la SF en bande dessinée, avec ces types-là qui s'inspirent clairement du travail de Moebius et qui repartent dans la même direction, mais en disant genre ok, c'était cool ce que t'as fait mec, maintenant on va construire notre propre univers.
Mais l'influence Moebius, elle se voit aussi bien dans le look des aliens Oui, que dans le look totalement. des bestioles et même de la combinaison, rien que la combinaison de Prophète, ça fait vraiment Alien. Et c'est Moebius qui avait dessiné les Mais combinaisons d'Alien. ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est qu'autant le scénario donc, est intéressant et vraiment bien mené, et on découvre beaucoup d'aspects de la vie sur cette planète, autant le dessin apporte, voilà, là c'est clairement par égal. Autant l'histoire est intéressante, elle serait pas aussi intéressante si c'était pas aussi dessiné avec autant de talent par Simon Roy. Et la mise en couleur est parfaite. Elle s'accorde totalement avec l'histoire que veut faire Brandon Graham. Ce qui est intéressant d'ailleurs à voir, c'est qu'en fait chacune des personnes qui sont impliquées dans ce comic sont aussi des scénaristes et des créateurs individuels de leur propre BD, et ce qui fait justement l'interaction entre eux trois intéressant, c'est quand ils veulent échanger et ils disent bah je veux faire ça, ils peuvent dire genre ah bah oui je vois ce que tu veux faire avec en disant de faire ça, mais moi je pense que c'est ça, et donc du coup il n'y a pas du tout la même dynamique qu'il peut y avoir dans un comics où chacun a son petit poste bien individuel comme un comics Marvel où voilà t'es dessinateur mais tu fais pas tes comics forcément à côté quoi. Eux c'est tous des mecs qui viennent de l'indépendant, qui font eux-mêmes leurs propres trucs, qui ont des fois des webcomics, et il y a vraiment une dynamique très intéressante dans ces BD. C'est clairement une des meilleures choses qui est publiée actuellement de très loin, donc publié par Image Comics. Prophet, très bon. Je vous encourage vraiment à vous lancer, notamment qu'il y a une nouvelle histoire là qui commence dans le 25. Exact. Donc c'est facile de commencer quoi. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je les ai pas achetés malheureusement, c'est Mathieu qui m'a prêté le 22, 23, 24. Mais ça sert à ça aussi. Et ils sont vraiment très très bons. Moi, alors j'ai mis du temps en fait à comprendre le lien entre le 22 et le 23 parce qu'il y a une grosse ellipse scénaristique et j'ai dû les relire les deux pour bien comprendre, et au final c'est moi qui suis un gros crétin. Les deux suivent totalement bien, il n'y a pas de souci. Alors j'ai vraiment adoré, enfin, c'est ce qui le principe même qu'il n'y ait pas un seul John Prophet mais des milliers, c'est juste le concept scénaristique le plus intéressant du monde, parce que ça te permet d'avoir le même héros avec une spécificité différente à chaque fois, parce que globalement c'est les mêmes personnages. Et justement dans le numéro 24 ou 25 où on envoie un nouveau, et justement il se bat contre lui-même. C'est très très intéressant, c'est vraiment super bien, j'ai vraiment adoré. Et puis comme tu l'as dit, il y a vraiment une influence Moebius au niveau du scénar mais aussi du dessin, c'est assez magnifique. Moi j'ai pris mon pied, je les ai relus tous plusieurs fois, c'est fantastique. Enfin vraiment il faudra acheter le TBB quand ils sortiront, parce que c'est, je veux dire, quand il sortira, les TBB quand ils sortiront. Ah ok, oui mais je sais, mais il n'y en aura qu'un seul pour l'instant. Oui pour l'instant, encore fini. Espérons qu'elle dure longtemps. Oh oui. Donc voilà, à acheter. Si vous êtes fan de SF, et même si vous n'êtes pas fan de SF, je pense que ça peut bien passer. Tranquille. Ouais. Un bail donc Prophet. On passe ensuite à Billy Bat, c'est un manga qui est publié actuellement chez Pika. C'est du 8€ le volume, mais pour 200 pages en noir et blanc. Donc c'est scénarisé et dessiné par Naoki Orozawa. Et scénarisé en collaboration avec Takashi Nagasaki. Et donc intéressant à savoir aussi pour Naoki Orozawa pour le dessin, bon c'est Naoki Orozawa et son studio, c'est-à-dire qu'il fait les personnages mais tout ce qui est derrière c'est quand même pas lui, enfin bref. Naoki Orozawa on le connaît pour Monster. Oui. On le connaît pour c'est pour tous les gros mangaka travailler avec d'un studio. Monster c'était vraiment bien. Eiichiro Oda il travaille avec un studio, il fait que les personnages quoi, il fait pas les décors quoi. Bref, toujours est-il que donc Naoki Orozawa c'est un type donc qu'on connaît pour avoir fait Monster, qu'on connaît aussi pour avoir fait Satori Boy et plus récemment pour Pluto. Billy Bat, c'est sa nouvelle série qu'il avait commencé un peu en même temps que finissait Pluto. Je crois à partir du volume 7 de Pluto, il avait déjà commencé Billy Bat. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme. Alors déjà, ça raconte en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Billy Bat, qui est une petite chauve-souris détective privé, donc qui a dans sa propre BD, en fait. Donc qui enquête. Et on passe ensuite au dessinateur scénariste, donc qui est Kevin Yamagata. Qui va faire la rencontre de deux policiers qui viennent squatter son appartement pour pouvoir être en planque en face, ce qui sont en planque pour surveiller des cambrioleurs ou je sais plus quoi. Toujours est-il qu'il fait leur rencontre et un des deux flics lui fait remarquer genre ah mais oui je connais votre personnage mais je l'ai vu quand j'étais en garnison au Japon. Et lui, le dessinateur étant un ancien soldat, enfin ayant travaillé ayant été au Japon, se dit merde, en fait le personnage que j'ai créé, en fait je l'ai piqué à quelqu'un. Sans le vouloir, j'ai piqué quelque chose qui appartenait déjà à un autre dessinateur. Et donc il décide de partir au Japon dans un climat
post-défaite de la Seconde Guerre mondiale. Oui, Geoffroy. Est-ce que c'est pas aussi une critique pour Urasawa de Astro Boy, en fait, qui a été piqué après par, si je dis pas de bêtises, par Frank Miller ou je sais plus qui, pour faire un dessin animé. C'est surtout Léo, le roi Léo, qui était piqué par Disney pour faire le roi Lion. Alors, de toute façon, de manière générale, je vais finir sur l'histoire, mais d'une manière générale, effectivement, il y a une mise en abîme de la question de la création. On est bien d'accord. Mais après, plutôt, c'était déjà une histoire de Tezuka que Urasawa lui-même réadapté. Donc c'était l'adaptation par Urasawa de Astro Boy. Tu penses à Frank Miller en fait et Jeff Darrow. Je sais plus comment il s'appelle. C'était un Big Guy. Big Guy et le petit. Voilà, qui était une excellente BD, mais qui était effectivement pas une repompe, mais qui était un hommage à. Mais c'était pas une repompe. C'était clairement un hommage. Enfin, j'ai lu les BD, enfin, c'était quand même assez différent. Franchement, on déconne pas, quoi. C'est Rossi le robot. Voilà, regarde le dessin de Jeff Darrow sur la BD originale, tu verras que c'est quand même bien différent. Donc, toujours est-il, donc, il part donc notre Kevin Yamagata, donc qui découvre qu'en fait, il aurait piqué la création d'un autre dessinateur, part au Japon et va se retrouver mêlé à une intrigue, sorte de conspiration liée au personnage de Billy Bat. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que en 2 volumes, on va très 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 loin et très vite. La conspiration autour du personnage de Billy Bat prend des dimensions incroyables. C'est-à-dire que dans le 2e volume, on va être à New York avec une histoire de mariage, et ensuite il y a un autre chapitre où on est en Judée. Bon, je vous laisse deviner ce qui se passe en Judée. Qu'est-ce qui peut bien se passer en Judée ? Voilà, tout le monde sait ce qui se passe en Judée. Donc, aucune idée. Ça va très très loin. En termes de scénario, le personnage de Billy Bat prend une dimension mythologique incroyable, et on pourrait se demander religieuse. Ouais, c'est assez particulier. Donc en fait, on se demande un petit peu, est-ce que Urasawa est pas en train de perdre pied sur sa propre création, parce que bon, il y a déjà 8 volumes de publiés au Japon, c'est en cours, c'est pas fini. 20th Century Boy, ça a pris 20 volumes pour se conclure. Oui, il a même pas réussi à conclure sur 20th, il a dû faire 21st pour... Voilà, et c'était un petit peu bancal. Donc du coup, déjà, ça commence à prendre une dimension tellement incroyable que on pourrait se demander si la série va pas au volo. Mais ce qui est fort avec Urasawa, c'est qu'il réussit toujours à amener des personnages dans lesquels pas forcément on peut s'identifier, mais dans lesquels on ressent toujours de l'empathie. En l'occurrence, quand c'est en Judée, c'est le personnage de Judas. Quand c'est l'histoire de mariage, il va y avoir la rencontre avec la mariée et le marié qui sont séparés parce que on est encore à l'époque de la discrimination, et la mariée est noire et le marié est blanc. C'est vraiment un scénariste, un dessinateur qui réussit toujours à amener une part d'émotion très forte dans toutes ces histoires. Et même si l'histoire globale avec Billy Bat, avec ce personnage dont on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il vient, ce petit personnage de chauve-souris détective privé qui apparaît un peu partout dans l'histoire, même si ce personnage-là est encore très obscur dans les 2 volumes, il y a quand même beaucoup de moi j'ai beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Et donc je ne peux qu'encourager, parce que il y a quand même, c'est une très bonne histoire à lire, même si ça va aller très très loin en termes de conspiration et de folie. C'est une histoire vraiment agréable à lire. Tu suivais en scantrad, toi? Je suivais en scantrad quand le premier volume est sorti, mais j'ai du coup acheté les 2 volumes quand ils sont sortis. Juste pour préciser, sur le chat, il y a Péremptoire Pérouchou qui précise que Yata a fait un dossier récemment sur Urasawa. D'accord, ok. Donc cool. Écoutez aussi. Pérouchou, on t'embrasse. T'es notre meilleur auditeur. Non, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Donc voilà, mise en abîme de la question de la création, personnages, enfin multiples références au monde de la bande dessinée, avec un personnage très Tezuka, oui. J'aimerais vraiment qu'on me dise de ce qui se passe en Judée, j'ai toujours pas compris. Non, maintenant, nous allons parler de Daredevil. Donc, Daredevil, on va faire un pitch très simple. C'est Matt Murdock, qui est un pauvre petit garçon qui a été renversé par un camion de déchets toxiques. Il était aveugle, mais il s'est découvert des sens, super développés. Et il se dit... Je vais apprendre le kung-fu et je vais être un avocat. Et je vais être avocat. Comme ça, il pourrait défendre la veuve et l'orphelin dans Hell's Kitchen de jour comme de nuit. C'est magnifique. Non, Daredevil, c'est un héros que j'aime beaucoup. Enfin, surtout depuis Frank Miller. Avant, pour moi, il était un petit peu bof. Avant, il servait pas grand-chose. Exactement. J'ai tout relu le run de Frank Miller et c'est quand même assez fantastique ce qu'il a fait avec le personnage. Qui était sorti chez Marvel d'ailleurs en intégrale à 70 €. Exactement. Moi, j'ai acheté les versions anglaises parce que je parle anglais, pas français. Voilà. Donc, alors, c'est toujours Mark Waid. Donc, je vais vous parler du dernier segment scénaristique de les derniers arcs qui est sorti, à savoir écrit par Mark Waid, dessiné fonction de Paolo Rivera ou Koi Pham, et avec les couleurs de
Javier Rodriguez, qui est toujours là et qui fait le sel de cette histoire. Et alors, juste un truc que j'ai remarqué, on a beaucoup de très bons coloristes depuis très peu de temps, à savoir sur Uncanny X-Force. J'ai remarqué que ce qui faisait l'intérêt de Uncanny X-Force, c'était évidemment l'histoire de Rick Remender, mais aussi les couleurs. J'ai oublié le nom du coloriste, mais c'est fantastique le boulot de cet homme. Il faut vraiment que vous jetiez un œil, c'est fabuleux. Donc, alors Daredevil. Daredevil qui n'est pas Matt Murdock, parce qu'il en a marre avec Matt Murdock, on lui dise « Ah, mais vous êtes Daredevil !» Il fait « Non, c'est pas moi. » Il rigole à chaque fois qu'il dit ça, mais j'ai l'impression que ça le saoule vraiment. Un jour, il va tuer quelqu'un. Et il s'est retrouvé en possession d'un emblème DFF. Vous savez l'emblème DFF? Les FF. Les Fantastic Four, les mecs ultra kitschouilles en spandex. J'ai compris les SS, mais bon. D'accord. Et donc, vous savez, ils ont un emblème avec un 4, voilà. Rond, là. Et ben en fait, il y a un des 4 Fantastiques qui est mort il y a quelques temps. Bon, je vais pas dire qui, même si vous savez tous qui c'est. Il a été remplacé. Et non, et en fait, maintenant il est revenu. Et en fait, cet emblème, en fait, dessus. Il a vu les films. En fait, cet emblème dessus, derrière, il y avait des informations ultra secrètes dessus. En fait, je crois que j'ai fait une erreur dans l'histoire, mais je m'en fous. En fait, c'est un code QR, quoi. Voilà, c'est ça. Pour un site de boule où tu voilà. Scanne avec ton portable. Check ce site, mec. Et en gros, il y avait plein d'informations dessus. Et les syndicats du crime, donc à savoir l'Hydra, l'agence byzantine et trucs comme ça, souhaitent retrouver alors je vais devenir très sérieux parce qu'en fait c'est très bien, souhaitent retrouver cet emblème et le garder pour elle. Donc il y a une guerre de gang qui s'opère. Daredevil veut garder les secrets parce que ça peut mettre en péril l'univers, et en fait il découvre les méandres d'un trafic d'influence concernant les bateaux, les droits des bateaux pour passer dans les ports, qui tout ça se situe en Latverie. Ça fait très The Wire, ça. Et quand je dis Latverie, à qui on pense? Dr Doom. Voilà, merci Mathieu. Pourquoi tu regardes moi? Je sais pas. Comment tu veux que je sache ça? Déjà, t'as confondu le personnage qu'on voit à la fin d'Avengers avec Doom. Oui, mais on va pas dire qu'on voit la fin d'Avengers. Bien sûr, je l'ai pas dit. Et on sait pas qui c'est d'ailleurs ce personnage-là en question. Enfin... Bah si, mais si, on sait. Même moi je le sais. Bref. Et donc, globalement, il sait poursuivre. Daredevil se fait donc poursuivre par les syndicats du méga-crime. Et c'est assez intéressant. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que fait Mark Waid de Daredevil. Globalement, le dernier numéro sorti est très mauvais. Je sais pas, vous avez un arc, il y a un sommet de tension au début et à la fin, et au milieu c'est comme dans une série, il y a toujours un ventre mou. Et là clairement il y a un ventre mou, c'est-à-dire que c'est avant la résolution finale, puisqu'à la fin du dernier épisode, du dernier numéro, on voit clairement que Daredevil est dans la merde, mais vraiment, alors qu'on pensait qu'il était sorti, alors qu'il est dans la merde, clairement. Ce que j'ai bien aimé dans ces derniers, en plus, voilà, Daredevil Matt Murdock essaie de se construire une vie amoureuse en même temps. Et c'est pas facile, parce que quand t'es aveugle et que t'es Daredevil, comment jouer l'aveugle sans pour autant surprotéger ta copine, parce que t'as des sens super développés. Voilà, donc globalement c'est très malin. Il a se faire tuer. Oui, ma chérie, elle traverse tout de suite, mais je ne comprends pas, il y a une voiture. Donc tu n'es vraiment pas Daredevil, mais de quoi tu parles, je ne comprends pas. Ça fait quand même 200 numéros qui fait semblant quand même. Ouais, mais ça arrive à se renouveler, c'est assez drôle. Je trouve ça plutôt assez drôle. Moi juste, je voulais expliquer un peu à nos éditeurs ce qui se passe dans le podcast. J'ai la fiche de Xavier sous les yeux. Xavier est très adepte du caps lock. Il écrit quand même Daredevil qui n'est pas Matt Murdock et inversement, attention, sauf qu'il y a des méchants qui veulent le prendre, et donc non mais trop pas, tu te gourres meuf. Mais c'est pour vous, pour que vous compreniez bien les endroits, donc il faut retenir. Ok, non mais c'est pas plus mal. Voilà, comme ça, Xavier se veut être le chef d'orchestre de tout ça là, et c'est rythmé. Mais voilà, c'est un peu comme s'il levait le bras, quoi, genre pour dire genre regardez. D'accord. Et il y en a un autre que je te laisse pour la fin. Mais t'as intérêt à le faire avec la tonalité. T'inquiète pas, courage, je vais le faire. Donc en gros, je trouve le scénario très intelligent. Il y a beaucoup de bonnes idées qui sont donc particulièrement les relations entre les différents syndicats du crime. Donc au départ, elle décide de se foutre sur la gueule, et puis en fait après de s'unir. C'est très intéressant, c'est très bien fait, puisqu'on voit chaque spécificité de chaque syndicat du crime. C'est plutôt drôle. Alors les dessins sont très agréables, que ce soit Coy Pham ou Paolo Rivera, et qui ont une veine vintage, donc qui se rapproche un petit peu de ce que faisait John Romita Senior ou d'autres dessinateurs du même cru. Moi j'aime beaucoup. Je sais que Mathieu peut avoir du mal. Non, je savais pas trop ça moche. D'accord, ok, j'avais cru comprendre ça, mais d'accord. Non, c'est juste Mark Waid que j'ai du mal avec. Il a fait du bon et du moins bon. Voilà. Il est quand même plus constant que Mark Millar. Oui, mais bon, c'est pas le même style non plus. Bien sûr, non mais je.
Il a pas encore, dans mes connaissances, il a pas vraiment eu de grands pics. Non, clairement ouf, pas. quoi. Non, Ouais. clairement pas. Il est un petit peu, continuellement dans la moyenne, mais Ouais, parfois il y a des c'est- éclairs de génie. mais- C'est pas illisible. mais Non, c'est bon, pas voilà. illisible. Je saute Alors, pas il y a dessus, toujours quoi. la restitution des effets sonores sur le papier, ça rend toujours aussi bien. C'est-à-dire que quand il y a par exemple un tir de coup de feu, il va visualiser l'onde de choc de la balle. Quand il y a une explosion, il va visualiser toujours l'onde de choc. Enfin, il y a toujours une restitution de ce que ressent Daredevil sur papier, et c'est toujours plutôt très bien fait. Et Parce que ça, c'est une grande force des dessinateurs qui taffent sur Daredevil, c'est d'arriver à représenter ça justement. Oui, C'est mais la ça- difficulté, c'est le challenge. ça et, a pas toujours été fait. Ouais, c'est Ça- pas forcément la grande force de. Enfin, Enfin, c'est la non, mais, difficulté, quoi. par C'est exemple, le truc, oui. et c'est de renouveler un peu. si tu veux, tout le run de Brian Malcolm Bendis sur Daredevil avec Alex Maliv au dessin, jamais eu Alex ça. Maliv, c'est clairement pas un dessinateur qui est genre D'accord. très intéressé par l'implantation des ondes de clairement, force. on peut jamais. Et c'était mortel. Oui, et puis C'est par exemple, mortel. tu prends ce qu'ont fait Mazzucchelli et Miller ensemble, t'as jamais un truc comme ça. Mm. Non, mais c'est intéressant ce Dans qu'il fait. Born Il Again. y a pas à chier. C'est juste que c'est pas la caractéristique. Non, mais dans Principe Born est Again, pas tu l'as lu dur de aussi, il n'y a jamais ce genre de T'as truc. raison. Voilà, il n'y a jamais ce genre de truc. Alors, le personnage du Murdoch est très drôle, donc ça tranche totalement avec l'image très noire, désespérée qu'on pouvait en avoir avant. Il est drôle, voire caustique, voire très ironique. Il y a un dernier numéro qui était un petit peu hors série, c'est les points 1 que font Marvel. Et là, on voyait comment il s'était lié d'amitié avec son partenaire de cabinet. Ouais. Et c'était plutôt très drôle, mais c'était vraiment très caustique parce qu'on voyait défoncer le système, dénoncer le système, très drôle. Et sinon, les couleurs de Javier Rodriguez, mais quelle beauté, voilà. Bravo, tu l'as fait. Non, voilà, non, vraiment, c'est un très bon coloriste. C'est un charme très 60s, 70s, vraiment très très bon coloriste. C'est des couleurs qui doivent être numériques, sont forcément numériques. C'est quoi, c'est des aplats, c'est Mais je sais pas, c'est très très beau, c'est des tons pastels, c'est pas flashy. C'est par exemple dans Uncanny X-Force, c'est des tons qui sont très sombres avec beaucoup de j'arrive pas à expliquer parce que moi je suis pas coloriste, j'ai pas une formation artistique, mais c'est très très beau. C'est des Ok, choses bah, qui c'est superbe. c'est très très beau. Ok. Voilà. Et voilà, je continuerai les caps lock. Et on va passer à Ferals. Ferals, qui est une série d'horreur gore. F-E-R-A-L-S. Oui, F-E-R-A-L-S. Dessinée par Gabriel Andrade et scénarisée par David Lafame, L-A-P-H-A-M. Merci, pas le jeu de mots, ça lui fait plaisir. Qui fait du 24 pages pour 3,99 parce que c'est imprimé sur du beau papier qu'il est tout glacé. Le scénario. Il y a des meurtres sanglants qui sont commis dans une petite ville perdue dans un coin enneigé des États-Unis. Et il y a un bonhomme qui est le suspect parfait. Un simple type Qui s'appelle Dale. dont on retrouve l'ADN, le sperme sur les victimes. Mais le problème, c'est qu'il se souvient de rien. Alors, comme vous pouvez déjà le deviner avec un titre pareil, Ferals, et le fait que ce soit une histoire horrifique gore, c'est un titre sur des loups-garous. Donc, ce qui est intéressant à voir actuellement, c'est que David Lafame scénarise une série qui s'appelle Crossed. Crossed, c'est aussi publié chez Avatar Press, donc qui publie beaucoup de choses qui sont souvent très violentes. Et ce qu'il faut voir avec Crossed, c'est que c'est une série où la femme prend un malin plaisir à repousser les limites de la décence et de la moralité, à tel point que j'ai été présent à Arkham quand un lecteur de Crossed a feuilleté un des derniers TPB. Le lecteur en question est médecin, il a feuilleté le TPB, il a fait genre ah ouais quand même, non en fait je pense que je vais pas prendre celui-là. Donc voilà, ça va loin, il y a des choses difficiles. Est-ce que c'est Christine Boutin approved? Pratiquement, si elle aimait le gore et les trucs vraiment un peu crasse-bec. D'accord, très bien. Par contre, bon, Ferals, c'est pas aussi méchant que Crossed. C'est-à-dire qu'on va pas repousser les limites de la perversion, mais il y a du démembrement et du personnage qui se fait charcler, et surtout c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est une histoire très simple d'horreur avec des loups-garous, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il essaye pas de placer de la violence pour la violence. C'est juste que son scénario va dans cette direction-là. Mais en soi, il y a une véritable bonne histoire qui se développe. Là, on en a 4 numéros. Et c'est vraiment intéressant à lire. Ça a rien de passionnant, dans le sens où ça a rien de très original. Mais pour une série de horrifiques, menée de toute façon par David Lafame, c'est un type qui fait très longtemps qu'il est dans le business. Il a fait des choses excellentes. C'est généralement un type dans lequel on peut avoir extrêmement confiance, notamment il avait fait Young Liars chez Vertigo, qui est
un truc qui va rester dans les annales, même si ça n'a pas marché commercialement, c'était incroyable. Et puis il a fait Stray Bullets, qui était un des monuments du roman noir en bande dessinée aux États-Unis, qui est malheureusement pas réédité. Donc là il a un petit succès chez Avatar avec de la violence bien méchante, et honnêtement c'est mérité. Donc si vous êtes amateur de gore et d'horreur, De sexe, alors un peu de sexe, mais pas tant que ça. de vengeance. Non, mais je vous encourage vraiment à lire ce titre. Il a rien d'exceptionnel, mais il vaut ce qu'il vaut. Et il est vraiment agréable. Et ce sera peut-être une porte d'entrée à Crost. Moi, je sais que j'ai envie maintenant de lire Crost, même si je sais que va y avoir des moments où je refermerai le volume en disant Ouais, enfin, on chroniquera bientôt du coup. Je disais vengeance, il y a quand même écrit vengeance et tu me dis non, quoi. oui, non, mais parce que c'est pas central. Enfin, c'est surtout, Ah, je sais pas, j'essaie c'est de- surtout une histoire de Non, mais- loup-garou, quoi. Mathieu ne chronique jamais de trucs de vengeance, c'est bien connu. Non, de mais toute si. façon. mais- Alors la mauvaise foi du type qui a osé dire tous les films japonais, coréens et chinois, de toute façon c'est des films de vengeance. Et Mathieu qui avait très calmement Xavier répondu. qui me fait des leçons de mauvaise foi, Non. c'est hallucinant. Mais non, bah on va en parler tout de suite d'ailleurs de mauvaise Ah bah, foi. mauvaise foi, tu vas voir, tu vas être très bon là-dedans. Ah non, oui, non, non. clairement. Donc on peut passer aux séries. Ouais, jingle série. I don't watch TV. Yeah, but you are aware that there's an invention called television, and on this invention they show shows, right? Yeah. Well, the way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing. She started one of the ones that became nothing. Ok, série. Aujourd'hui, on va changer un peu des séries, séries un peu underground, tout ça. On va passer sur. Non, mais parle. Hésite pas à en parler. On va parler d'un truc un peu plus classique, qui a maintenant 1 an et demi, enfin 2 ans. C'est la série Game of Thrones, diffusée sur HBO. Voilà, qui est une série créée par David Benioff. Alors là, je sais adapté par David Benioff. Adapté, enfin. Déconne pas, J'en je parle ferai après. ça correct. J'en parle après. Adapté, mais en tout cas la série, le projet, tout ça est né de David Benioff qui a été scénariste sur 3 et là je vais donner du grain à moudre à Xavier, mais sur X-Men Origins Wolverine. Voilà, et par D.B. Weiss, qui est un scénariste qui a bossé essentiellement sur du jeu vidéo apparemment, et donc qui est diffusé sur HBO. C'est... Attends, il a fait quoi niveau jeu vidéo? Tetris? Non, il a fait des trucs un peu plus complexes. J'ai plus les noms en tête. Tetris, mais, il a pas plus complexe, c'est pas difficile de faire plus complexe. Voilà. Ouais, Je me trouve vraiment drôle ce il y a soir. Pong. Hein. Non, moi pas. C'était mauvais ça par contre. Oui, mais Pong, c'est continue tout en enfance. Voilà. Donc il y a 2 saisons. Enfin, la 2e saison est actuellement en cours. Elle en est à son 8e épisode au moment où on enregistre l'épisode, et elle sera sûrement au 9e au moment où l'épisode sortira. Donc, ça fait des saisons avec 10 épisodes. 10 épisodes d'1 heure, voilà. Donc il y a eu 10 épisodes pour la première et il y en aura 10 pour la 3e également, puisqu'elle a déjà été commandée en avril. Ce qui est bien logique parce que ça marche très bien. Voilà, et c'est adapté de la série de romans de George Raymond Richard Martin, plus connu sous le nom de George R.R. Martin, qui s'appelle A Song of Ice and Fire, et dont le premier tome s'appelait Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu là-dessus? Je vais la pitcher. Même Il y a s'il combien pas... de tomes déjà, on se demandait avec Xavier. Il y en a 7 de prévus, il y en a 5 ou 6 qui sont déjà sortis en Angleterre. D'accord. Il y en a 7 de prévus. Mais apparemment, il va chaque rallonger ça. Et chaque Parce saison qu'à chaque fois, il reprend un rallonge. tome. A priori, ouais, on verra, parce que c'est toujours en cours d'écriture, le monsieur est toujours vivant. D'ailleurs, il va scénariser un épisode sur la saison 3, le 7ème. Et donc voilà, et chaque saison reprend pour l'instant, en tout cas, un livre du premier volume de Song of Ice and Fire. Et donc voilà. Donc, les acteurs, on a Peter Dinklage, qui est un mec qui était pas vraiment connu avant, en fait, qui est une personne de petite taille, et qui a gagné le Golden Globe du meilleur second rôle dans une série dramatique l'an dernier pour son rôle justement dans Game of Thrones, et avec également quelqu'un qui est assez connu pour les fans de fantasy, enfin d'heroic fantasy, c'est Sean Bean qui jouait Boromir dans Seigneur des Anneaux. Et dans l'épisode 1, je pense qu'on s'est tous demandé s'il y avait Matt Damon dans la série. Parce qu'il y a un mec qui ressemble beaucoup à Matt Damon dans l'épisode 1. J'ai pas fait gaffe. Vous avez pas fait gaffe? Pas vraiment, en même temps tu pensais que le mec de Battlestar Galactica était celui qui jouait Magneto de Ouais, oui, donc, à l'époque où Fassbender... En partant de ce postulat, je pense qu'on ne peut pas te faire confiance. Je trouve que Fassbender... Oui, enfin, ça raconte quoi dans Game of Thrones? Alors Game of Thrones, c'est assez compliqué à pitcher en fait, parce que bon, ça se passe dans un monde d'heroic fantasy, dont le continent principal s'appelle Westeros. Il y a plusieurs royaumes qui sont fédérés par la cité de Port-Réal, également appelée King's Landing en anglais.
et donc traduite par Port-Réal en français. On a de multiples complots qui vont apparaître, de grandes guerres vont être menées, et des personnages vont mourir, se lier des alliances, etc. C'est un monde qui est, paradoxalement, pour un univers d'heroic fantasy, qui est pas très fantastique. C'est-à-dire qu'on a du fantastique qui pointe de ci, de là, en tout cas dans la série, dans le bouquin je sais pas parce que je les ai pas lus, mais dans la série ça pointe, on a de temps en temps des petites touches de fantastique, mais pas plus que ça. C'est une série qui est essentiellement politique, qui alors je sais je vais éviter le terme de tranche de vie, mais qui sont de l'âme humaine en tout cas, et qui va à chaque fois expliquer un peu. J'avais trouvé une bonne formule, je pense que je vais la garder, faut juste que je la retrouve sur ma fiche. C'est vraiment, ça traite autant de personnages que des relations de ces personnages avec le pouvoir, avec la morale, et aussi des mécanismes même du pouvoir, et à chaque fois on va apprendre un peu plus sur l'ambition des personnages. Ouais. Dans le dossier, en fait, tu présentes la série comme étant comparée à Soprano. Moi, on me l'a comparé aussi à The Wire. Alors, c'est le créateur lui-même qui comparait au Soprano, qui pour pitcher la série, qui avait fait une tagline un peu amusante, qui parlait des Sopranos dans les terres du milieu. Alors, du coup, en quoi il y a une ressemblance au Soprano, sans aller trop loin dans la comparaison, bien sûr. Non mais attendez. Non mais attends, laisse-moi finir, après tu pourras t'exprimer. Moi la comparaison me semble tout à fait légitime. Parce que le rapport avec les Sopranos, c'est vraiment sur le pouvoir, c'est sur l'ambition, et jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour accéder au pouvoir. Ouais. C'est vraiment ça pour moi. Oui, Ezekiel. Alors juste dans le bouquin, en fait, tu parlais de tranche de vie tout à l'heure. En fait, chaque chapitre du bouquin parle d'un personnage. En fait, d'ailleurs, le titre de chaque chapitre correspond au nom du personnage. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien transcrit d'ailleurs dans les épisodes, c'est que, ou même dans la série, c'est qu'on suit plusieurs personnages d'un coup. Alors moi, dans la première saison, j'étais plutôt largué parce que j'étais pas encore familier avec eux. Et dans la deuxième saison, je me suis beaucoup plus attaché. Mais on suit des personnages qui suivent qui ont leurs propres aventures, qui sont pas forcément liées les unes entre les unes des autres, mais par contre on a un point central et on sait que tout devrait plus ou moins amener à ce point central qui est Port-Réal, et on imagine bien que ça va mener à ça, mais on n'en est pas certain. C'est-à-dire qu'on suit des personnages qui sont totalement sur un autre continent, on suit des personnages qui sont dans d'autres nations qui sont plus ou moins civilisées, et on sait pas trop où ça va mener, mais c'est vraiment ça qui me plaît moi, c'est qu'au fur et à mesure, avec les épisodes passants, on en apprend plus sur la mythologie et la politique et le pouvoir dans ce monde-là, quoi. Tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de personnages. Je trouve que, franchement, n'ayant vu que le premier épisode, on a trouvé quand même une dizaine de personnages. Moi, j'ai réussi bien tous très bien intégrer tous les personnages. Je trouve que, d'un point de vue réalisation, tous ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres, mais on sent bien à chaque fois un potentiel dans chacun. Et je trouve que ils sont bien définis individuellement au niveau de qui ils sont et de ce qu'ils désirent. Et je trouve que rien que le premier épisode, en tout cas, pose bien les bases. Alors moi je sais que dans la deuxième saison, même de temps en temps, j'ai du mal. Et bon, il y a des articles sur différents wikis, pas forcément Wikipédia, mais sur différents sites qui sont bien faits pour résumer quelles sont les différentes familles, quelles sont les alliances qui sont liées entre telle et telle famille. Parce que de temps en temps, on a un personnage qui va aller pour rechercher du soutien pour une guerre, pour un combat, pour n'importe quoi. Ailleurs justement sur le continent de Westeros, et on voit juste un emblème ou un nom, et on se dit mais quels sont les liens qui lient ce personnage là à celui-là, et pourquoi est-ce qu'il va l'aider, est-ce que ce mec là risque d'être un traître ou pas, parce qu'on a beaucoup de trahison, et tout ça, et c'est une série très politique, c'est une série politique, moi de ce que j'ai compris. Tout à l'heure avec Xavier on lisait un article sur le sujet, et en fait ils essayaient de nous vendre la série. En fait ils ont dit pourquoi faut regarder Game of Thrones, et puis ils disaient c'est parfait contre l'Alzheimer parce qu'il y a plein de références et il faut se souvenir de tout ce qui se passait avant. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Non, c'est pas évident comme série à suivre, mais vraiment une fois qu'on est dedans, vraiment la saison 2, j'accroche énormément, quoi. Bon, Xavier, c'est une des seules séries que je suis en ce moment, c'est pour tu ranges ton frein actuellement. Non, très succinctement, qu'est-ce que t'as pas aimé en fait? Mais en fait, alors, on m'a fait un procès hier sur le chat de Basingcast, on m'a dit que j'aimais pas parce qu'en fait, ça avait du succès et que c'était mainstream. D'accord, c'est pas le cas. Tu serais un hipster en fait. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'aime pas parce que ça me plaît pas, ça me touche pas. C'est tout. Je déteste pas, ça me reste totalement indifférent. J'ai un problème avec la fantasy en fait. J'aime beaucoup certaines œuvres. Seigneur des Anneaux, j'adore. Bilbo, j'adore. Le Silmarillion, c'est un des livres que j'ai lu le plus vite de ma vie. C'est incongru, je sais, parce que c'est ultra fantasy. Il n'y a pas plus fantasy que le Silmarillion. Mais je joue encore à Donjon et Dragon régulièrement avec des amis. T'as joué à Warhammer? J'ai joué à Warhammer, mais je sais pas. Ça me touche pas plus que ça. Parce que les trucs dont je parle, que j'aime, sont fun en fait. Et me touchent vraiment. Parce qu'au niveau de la mythologie, ça correspond à des choses qui m'ont touché plus jeune étant enfant. Le catholicisme, le bouddhisme, bizarrement, les mythologies grecques, hindoues, nordiques. Tout ça. Oui.
Est-ce que c'est le côté politique justement qui t'a dérangé, qui t'a je sais pas, en fait je me suis vraiment embêté et j'ai trouvé que c'était pas intéressant. J'ai vu les 3 premiers épisodes. Ça m'a fait pareil en fait. Il y a moins de fun, il y a moins de magie que dans Seigneur des Anneaux, ça c'est clair de toute façon, mais aussi c'est un univers qui est beaucoup moins manichéen que dans Seigneur des Anneaux. Il y a pas le vilain suprême. Ah non, mais il y a pas le héros sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que tous les personnages ont des recoins sombres et tous les personnages sont ambivalents. Très bien. Je dis pas le contraire. Moi je trouve que justement ça a plus poussé en ça. Alors l'univers de Tolkien est immense, c'est clair, mais l'univers de Martin là-dessus, c'est du gros boulot aussi. Mais voilà, moi ça m'a pas touché, c'est tout. Non mais c'est pas une attaque. Non, très bien, mais il y a des gens qui estiment que parce que tu n'aimes pas quelque chose, il y a du succès, c'est une posture anti-mainstream. Moi, non mais attends, la personne qui t'a fait ce reproche-là hier sur Basincast, c'était Swan quand même. Swan qui traite sa vie de hipster. Justement, Swan, qu'est-ce que toi t'as pensé de la série? Moi, pareil, j'ai pas trouvé ça extra. Enfin, je trouve que c'est très beau, super bien réalisé, mais pareil, ça me touche pas. C'est-à-dire que tout ce qui est médiéval, heroic fantasy, ça me touche rarement. Seigneur des Anneaux, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Enfin tout ça, tout l'univers en fait me dépasse un peu. Et pour moi c'est pas vraiment un univers fantasy en fait. Non, c'est pas fantasy, mais c'est le côté médiéval en fait. Voilà. J'aurais pas dû dire médiéval fantasy, rien de fantasy. Mais si, il y a du fantasy. Il y a de la magie quand même. Il y a de la magie qui apparaît vraiment au fur et à mesure et de D'accord, moi j'ai vu que les premiers alors. Mathieu. Ézéchiel, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'aime beaucoup, en fait j'ai pas encore tout vu, je suis allé jusqu'au 5e épisode de la 2e saison, donc ça date d'il y a à peu près un mois je crois. Moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est particulièrement intéressant en termes comme traitement, comme réalisation par rapport au livre, parce que George Martin qui a travaillé pour le cinéma et pour la télé aussi, hein, il a été scénariste, écrit un petit peu sa saga comme un feuilleton. Et les réalisateurs, ou en tout cas les scénaristes de la série, ont réussi un petit peu à rattraper et à rattraper les incohérences en fait. Il y a quelque chose qui est assez drôle aussi d'ailleurs là-dessus, c'est que le générique, enfin c'est anecdotique, hein, mais le générique de chaque épisode change à chaque fois selon les lieux qui vont être visités dans l'épisode. C'est-à-dire que le générique, ça survole une carte, grosso modo, qui est un peu agitée, qui a des mécaniques pour symboliser le mécanisme du pouvoir. Et à chaque fois, les lieux que la caméra va visiter sur cette carte-là vont être différents selon les lieux qui vont être visités pendant l'épisode. C'est plutôt bien foutu. Est-ce que t'as lu les romans, Ezekiel? J'ai pas tout lu encore, je suis en train justement. Et au niveau de la comparaison des deux, qu'est-ce que t'en penses? C'est différent, le traitement est pas exactement le même. Les personnages changent un peu aussi. Les personnages changent un petit peu, il y a quelques petits raccourcis, mais c'est pas méchant. L'âge de Sansa notamment change. Je crois qu'elle doit avoir 17 ans dans la série. J'ai pas lu le livre, mais j'avais entendu ça. Les garçons sont tous des gamins dans la série, dans le bouquin en fait. Dans le bouquin, Sansa est censée avoir 11 ans, sauf qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, il y a un problème d'une fille qui se marie à 11 ans. Enfin voilà. Rob est censé avoir 16 ans, et là on voit clairement que l'acteur a 25 ans ou quelque chose comme ça. Et j'avais aussi une petite remarque, moi ça m'avait choqué. Ça va faire sourire 2-3 personnes que je connais, d'ailleurs je leur fais coucou, mais c'est-à-dire que c'est censé se passer en Angleterre. Non, c'est un monde imaginaire. Ah bon, mais c'était pas censé se passer en Irlande? Ah non, c'est un monde de terre. Non, bienvenue Swan. Mais l'Irlande est un monde imaginaire. Dans les prochains, ça se voit bien que c'est ça se passe. Et le prochain Back in the Woods. Ça se passe génial ce film. C'est un peu plus compliqué que ça en fait. C'est que les États-Unis, les États-Unis, quand ils font quelque chose qui se passe ou alors dans le passé ou alors dans un monde mythologique, prennent souvent des acteurs anglais. Parce que justement pour faire un côté un peu plus british, un peu plus de toute façon il y a pas eu d'époque médiévale en c'est pas nordique, c'est vraiment c'est plus exotique. Anglais, Pardon ? De mémoire, Sean Bean est anglais. Oui, voilà, mais ils prennent souvent des acteurs anglais justement. Et sur Game of Thrones, ils sont dit l'univers est tellement large qu'on veut donner des accents différents aux personnages selon la région dont ils viennent. Et donc pour les gens qui viennent du nord, ils vont avoir des accents plus anglais. Pour les personnes qui viennent du sud, ils vont avoir des accents un peu plus gallois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et à chaque fois, ils ont des accents différents selon la région dans laquelle ils vivent sur Westeros. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc moi, sincèrement, j'ai vu que le premier épisode. J'avais envie de lire les livres. Et en fait, je voulais attendre du coup d'avoir commencé les livres pour voir la série. Ça m'a un peu forcé la main à commencer la série. Et je pense que je débarrasserai pas le premier épisode. Mais j'ai trouvé ça bien. C'est juste qu'en fait, quand je regarde la série, moi, les effets spéciaux m'ont fait sortir de la série. C'est-à-dire que dès le départ... Ils sont très bien faits pour toi. Ils sont extrêmement bien faits, je trouve. Pour les séries. Et je fais la comparaison avec Battlestar Galactica.
en termes d'effets spéciaux, qui est de série de SF, qui a un budget de série, donc c'est-à-dire pas grand-chose pour faire des trucs mais qui était crédibles. Mais ça passe très très bien. Oui, mais pourtant qui était sur un network, il me semble. Oui, c'était oui, sur quelle chaîne Battlestar Laisse-moi finir. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une cohérence graphique dans Battlestar Galactica qui fait que je rentre facilement dans l'univers. Là, il y a pour moi une petite incohérence, un petit décalage entre la qualité de la réalisation et la qualité des décors et des habits voilà. Mais dès que ça tombe un peu dans voilà, les cadavres qu'on voit dans le premier épisode de début, ça m'a un peu fait sortir. J'étais vraiment me dire genre je suis devant une série, genre, je suis pas rentré dans l'histoire, mais j'ai apprécié beaucoup par contre l'aspect politique. Tous les intrigues sont bien amenées et m'ont bien mis en face de ce que c'était, c'est-à-dire une histoire où on parlait pas de fantasy, on n'allait pas faire une quête médiévale genre porte monstre trésor. Il y a un truc qui est trompeur quand même, juste sur le premier épisode, la première scène, c'est une scène fantastique. Oui. C'est la seule scène fantastique, à part une des dernières dans le dernier épisode de la saison 1. Les heures les plus sombres justement du premier épisode. Ouais, et c'est assez trompeur finalement d'avoir ça. Justement, ce que je voulais dire, c'est que moi on m'a survendu Game of Thrones. En fait, j'ai découvert la série très très tard. J'ai dû regarder les 10 épisodes d'un coup, ils étaient déjà sortis faire, je pense, de toute façon. De la première saison au mois de novembre, au mois de décembre de l'année dernière. D'accord. Donc j'ai tout découvert d'un coup. On m'avait vraiment survendu la série. Quand j'ai vu le début, donc le prologue en fait qui existe dans le bouquin, mais quand j'ai vu le prologue, j'ai vraiment eu très très peur. L'incrustation en fait, ce green screen est vraiment raté. Ça faisait vraiment assez cheap en fait. Les costumes étaient pas terribles. Hein. Mais c'est pour ça qu'on en parle maintenant d'ailleurs. C'est qu'on n'a pas parlé au début. Il faudrait que tu regardes le deuxième épisode. Là, ça s'arrange déjà beaucoup plus. Ouais. Par contre, au niveau des bâtiments, j'ai vu un truc là-dessus, c'est que les bâtiments, il y en a beaucoup qui sont faits en CGI. Et c'est pas ça, par contre, ça se voit vraiment pas. Oui, ça c'est clair. Le mur, le fameux mur qui limite le royaume notamment, est magnifique en CGI et il est vraiment superbe. Il y a beaucoup d'aspects très positifs, c'est juste qu'en fait l'intrigue en elle-même m'a intéressé, mais en fait je me suis dit en voyant la série genre c'est une histoire qui m'intéresserait, mais je pense que je préférerais l'imaginer plutôt que la voir. Ouais, mais tu peux pas l'imaginer parce que les personnages sont tellement puissants en termes de. Comment tu peux pas l'imaginer? Comment oui, j'allais te reprendre sur ce point, mais je te laisse dire sa phrase. Non, mais tu peux l'imaginer, mais je veux dire, ils sont tellement bien caractérisés que ça laisse pas de place à l'imagination. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. C'est comme si dans ta tête t'inventais Star Wars, quoi. Enfin, tu peux pas réinventer. Je comprends pas que des mythes. Là, je comprends pas du tout. Parce que le film La Rayon, il y a jamais eu aucune adaptation ciné. Et pourtant j'arrive très bien pas encore, on en reparlera dans 5 ans. Non mais j'arrive très bien à me représenter les combats entre les différentes créatures, entre les différents balrogs et tout. J'arrive très bien à me représenter ça. Ah oui, non mais si tu connais, je veux dire, enfin je veux dire, je comprends pas ce que vous voulez dire. Moi je pensais que Mathieu parlait mis à part des bouquins, juste avoir vu le premier épisode et imaginer ce qui va se passer par la suite. Et là pour moi non, ça laisse pas de place au doute. Enfin c'est une série qui est tellement bien menée justement qu'il faut le regarder quoi. C'est juste que je préfère imaginer les scènes. Quand je lis, ça se passe forcément dans mon esprit. Des mots que je lis. Enfin, souviens-toi quand tu lis des livres, tu sais, les romans. Non, mais Harry Potter, c'était génial. Non, mais voilà, c'est une histoire que je préférerais lire plutôt que voir. C'est pour ça. C'est ce que j'avais compris. Mais en soi, mais très bien, dans ce cas. En soi, l'histoire intéressante, elle est bien menée, et je comprends très bien pourquoi cette série marche. Simplement parce qu'il y a déjà suffisamment, il y a de la violence, il y a du sexe. Bon, déjà, ça ramène plein de monde. Pardon, mais le personnage du nain de Peter Dinklage, il y a des très bons acteurs aussi. Ce mec est génial. Non, il y a très bons acteurs. Il est très bien écrit aussi. Très bien écrit, et l'acteur joue vraiment très bien. Il joue, et d'ailleurs, il y avait une bande-annonce de Knights of Badassdom, un film avec Danny Pudi qui joue Abed dans Community, avec Peter Dinklage qui joue donc dans Game of Thrones, avec pas mal d'acteurs comme ça, assez emblématique de la culture geek. Ouais, enfin, je cherchais un jeu de mots avec orgasmique. Je crois que je suis pas sur Nathan Fillion, mais je crois qu'il y a une fille qui joue dans Firefly. Enfin bref, et c'est un truc comme ça, enfin, qui a l'air assez magnifique sur le jeu de rôle et qui est prévu a priori aux États-Unis pour 2012. Il y a un truc quand même assez désagréable, c'est que quand je dis que j'aime pas Game of Thrones, il y a des gens, et typiquement un monsieur qui s'appelle Monsieur Piouf, je sais pas qui c'est, un mec de l'internet, qui me dit mais t'es qu'un totard, t'es un code tocard, The Trop, t'as aucun goût, t'as des goûts de merde. Oui, mais est-ce que ce monsieur n'essaye pas de te troller à chaque fois? Mais je pense que si, mais je suis très 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 sensible au troll. Oui. Par contre, il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure, je pense que il y a peut-être l'effet Seigneur des Anneaux aussi. Je sais que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux 10 fois avant de voir le film. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'histoire de Seigneur des Anneaux avec les films avant de découvrir les bouquins, et c'est très difficile en fait de s'imaginer en fait
autrement les livres Harry quand Potter, on a ça vu fait la les, même chose aussi, de toute façon. quand on a vu les films, ou les séries. C'est pour ça que je voulais lire les livres avant de voir la série. Ouais. Tu m'as pourri mon imaginaire, je vois salaud. Et alors un truc, salaud. je peux reprendre Ezekiel, par exemple, moi j'avais lu le premier bouquin avant de voir les films. Le film m'avait vraiment donné je parle des Seigneurs des Anneaux. Vraiment, après on termine très rapidement, je raconte un petit peu ma vie. Et le truc qui a bloqué mon frère, c'est qu'il n'avait pas à se représenter Tom Bombadil. Et il s'est dit, mais j'ai pas vu ça dans le film, ça me bloque, je peux pas l'imaginer, c'est trop différent de ce que j'ai vu comme ambiance dans les films, je peux pas le lire. Voilà, il a arrêté. Alors c'est très simple. Tom Bombadil, c'est le fils caché entre Jésus et le Père Noël. Exact. Bah, t'aurais dû lui dire ça, je pense qu'il aurait très bien pu comprendre. Ouais. Voilà, on a des protestations dans la salle. Non, mais je comprends tout à fait. Et qui parle comme Ned Flanders. C'est très important. C'est vrai, très bien vu. Merci Ezekiel. Et je crois que c'était le mot de conclusion de cette partie. Je suis en train de me faire bâcher moi dans le chat parce que j'ai dit que ça se passait en Angleterre. Donc, mais pas du tout. Tu te débrouilles avec comme c'est en anglais et puis comme il y a des châteaux, il y a pas de châteaux aux États-Unis à ma connaissance, des châteaux médiévaux. Mais attends, c'est donc dans ma tête ça fait Angleterre. Tu vois, c'est bête. Je pense qu'on peut trouver des tas d'exemples pour te montrer que t'as complètement tort, mais c'est pas grave. Il y a des châteaux médiévaux aux États-Unis. Il y en a en Écosse, il y en a en Irlande. Ouais, Écosse, Irlande. C'est pas les États-Unis, l'Écosse. C'est pas les États-Unis, quoi. Oui, mais c'est pas l'Angleterre. C'est pour ça que dans ma tête. Oui, enfin, t'en as en France, voilà, et l'Angleterre. Je sais que les Écossais vont détester en entendant ça, mais United Kingdom. On clôt l'épisode, les mais j'ai peut-être un cerveau un peu restreint. Je crois qu'ils en achètent en fait des châteaux. Comment c'est Ezekiel ? Je crois qu'ils en achètent des châteaux en kit. Ça c'est très probable. Ça a déjà été fait pour des églises en tout cas. Ah, d'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. Je crois que c'était un épisode assez plaisant. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Voilà, c'est pas le meilleur. On fait le prochain très rapidement. Très rapidement, la semaine prochaine. Le pour rattraper un petit peu dans le temps. Avec un autre invité. Avec un autre invité qui sera Vincent Juliet, qui est scénariste d'un film, enfin qui est animateur de Geek Me 5, notamment sur Radio Campus Paris, et qui est scénariste d'un film qui était au marché du film à Cannes, qui s'appelle Dead Shadows, pour le coup, et qui traite un peu de monstres, de zombies, peut-être de SF, tout ça. Et on lui parlera justement de la production du film de genre en France. Geek Me 5 qui avait reçu Christophe Lemaire il y a quelques temps, c'était assez intéressant. Voilà, peut-être des infos concernant d'autres événements, les New Max rapidement. New Max, on rappelle, c'est le 23 juin, avec parodie, tout ça. Voilà, ça tout ça. Les Cénotypes à gagner sur le blog bientôt en postant le mot-clé Cénotype sur le billet. Dans les commentaires. Voilà, très bien. Un petit mot chacun avant de partir, on a tout un petit peu de temps. Regardez Game of Thrones, n'écoutez pas Xavier. Swan Ouais. Mathieu Écoutez Municipal Waste, c'est bien. Achetez le DVD de Devil Story, mais le regardez pas, vous allez le regretter. Et moi, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai relu le GLA de Grant Morrison, c'était vraiment cool. Et voilà. Et je voulais juste vous remercier aussi, on a eu pas mal de commentaires récemment sur iTunes. Et voilà. Et un petit rapide tour des. Enfin, ne serait-ce que pour Ezekiel, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ? Sur twitter.com par exemple. Alors sur Twitter, c'est Vigicorsaire. Vigicorsaire. Tout attaché. Voilà, tout attaché. Et donc, Auroro, Xotrop, Swanounet avec 2 N à chaque fois. Et nos partenaires. Et on remercie les partenaires La Fille également. du Rock. La Fille du Rock, Rennes TV et Pod Radio. Et on vous embrasse. À dans une semaine. Vous êtes les meilleurs. On vous remercie pour tout. Bye. Poutou. Game of Thrones,
Game of fucking Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. There are swords and things doing lightning tricks, and they'll take you out if you try to beat them. They'll kill you and stop you and make you Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. In the lightning they come to take on everyone, and you know it's the Game of fucking Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of Thrones. Fucking Game of